Le 15 juillet 2043, le jeu VR MMOR aux possibilités véritablement infinies, Infinite d'Androgram a été lancé partout dans le monde. Dès leur connexion, les joueurs sont chaleureusement accueillis par un chat contrôlé par une IA répondant au nom de Cheshire H13. La toute première chose que les joueurs doivent faire, c'est de choisir un nom. Et Restarling en sélectionne un qui ressemble beaucoup à son nom dans la vraie vie. Ensuite, il faut configurer l'équipement et l'apparence du personnage. Restarling conserve son apparence réelle, mais il y apporte quelques ajustements pour l'adapter au combat dans le jeu. Se regardant dans le miroir, un jeune homme aux cheveux blonds et aux vêtements décontractés, il déclare que c'est amplement suffisant. Cheshire en prend note et lui remet un sac rempli d'objets, incluant des fonds pour qu'il puisse débuter son grand voyage. La prochaine étape cruciale pour les nouveaux joueurs consiste à implanter un embryon. Le chat robotique claque alors des doigts, faisant apparaître un embryon encore sous sa forme embryonnaire sur la main de Ray. Cheshire lui explique qu'il pourra le retirer sans problème une fois qu'il aura évolué vers sa première forme. Selon la personnalité de leur propriétaire, ces embryons évolueront de manière totalement différente. Les yeux pétillants, Cheshire insiste sur le fait qu'il existe des possibilités d'évolution absolument infinies. Le chat mécanique sort alors un livre, expliquant qu'il contient des exemples de types comme ceci. Il y a d'abord les armes de type bras, les monstres de type gardien, les véhicules de type chariot, les structures de type château et enfin les barrières de type territoire. Ray est absolument stupéfait par la quantité de types existants, se sentant complètement dépassé par l'ampleur de tout cela. Après l'avoir patiemment laissé finir de parler, Cheshire poursuit ses explications disant que ces 5 types peuvent évoluer en des formes rares ou même avancées. Et il existe même un type absolument unique que Ray pourrait avoir la chance inouïe d'obtenir. Ray observe attentivement le cercle sur sa main et murmure doucement « Je compte vraiment sur toi, mon partenaire. La toute dernière tâche que les nouveaux joueurs doivent impérativement accomplir est de sélectionner une nationalité au sein du jeu. » Un orbe parfaitement rond apparaît alors, tournoyant lentement au-dessus de leur tête. Ray le parcourt rapidement une fois et opte pour le royaume d'Altar. Cheshire confirme son choix et lui annonce qu'il va transporter Ray directement à la capitale du royaume d'Altar. Avant de finaliser cette tâche, Ray demande au chat mécanique s'il est nécessaire de choisir une raison ou un but précis pour s'y rendre. Cheshire répond avec une décontraction totale que tout est absolument permis, que ce soit devenir un démon redoutable ou un héros valeureux, c'est entièrement son choix personnel. C'est à lui seul de décider s'il veut être enthousiaste et actif, ou bien complètement inutile. Il peut même choisir de s'engager dans une action ou de ne rien faire du tout, absolument rien. Rester au sein d'Infinite d'Androgram ou bien le quitter définitivement. Cheshire fait ses adieux à Ray, ajoutant que, tout comme l'embryon, il devrait à présent entamer son propre voyage, riche de possibilités infinies. Et c'est ainsi que Restarling pénètre enfin dans le vaste monde d'Infinite d'Androgram. Le ciel d'un bleu éclatant, le chant mélodieux des oiseaux, et même la terre qu'il tient dans ses mains, tout concourt à rendre ce monde incroyablement réel pour Ray. Il pénètre alors dans la capitale d'Altar, un spectacle imposant de bâtiments étincelants, dressés fièrement et très proches les uns des autres. Ray s'exclame avec un étonnement profond, se demandant si tout cela est vraiment un simple jeu. La toute première chose qu'il doit faire en arrivant, c'est de retrouver son frère près de la fontaine. Alors qu'il est encore désorienté et ne sait absolument pas dans quelle direction se diriger, il est soudainement bousculé par une jeune fille affolée. Grandria montre à Ray un papier sur lequel figure la photo de sa jeune sœur disparue, lui demandant avec une voix brisée par les larmes s'il l'aurait aperçue. Ray lui rend la photo, s'excusant sincèrement et expliquant qu'il vient tout juste d'arriver dans la ville. La jeune fille laisse tout de même ses coordonnées à Ray, le priant de la contacter s'il venait à apercevoir sa sœur, puis elle s'en va très rapidement, tandis que Ray lit attentivement les informations qu'elle a laissées derrière elle. Il est alors stupéfait lorsque le système annonce que la quête de niveau 5 visant à retrouver Milian Grandria vient d'être activée. Ray, qui vit là sa toute première quête, regarde avec un étonnement non dissimulé dans la direction où la jeune fille a disparu, murmurant qu'elle était en fait une PNJ. Mais une quête de niveau 5 est une mission ardue, normalement destinée à des groupes, et il se demande bien comment il a pu se retrouver impliqué là-dedans. Ray met temporairement cette affaire de côté pour aller retrouver son frère et obtenir davantage d'informations. Près de la fontaine, il n'aperçoit qu'un énorme ours qui chante joyeusement « Kuma Kuma », tandis que des enfants se pressent autour de lui visiblement excités. Il s'approche alors et murmure discrètement à l'oreille de l'ours, lui demandant s'il est bien Shuichi. L'ours rit de bon cœur et confirme, distribuant tous les bonbons qu'il possède aux enfants, attendant qu'il s'enfuit joyeusement avant de se présenter à Ray comme étant l'étourneau de Shu, son nom dans le jeu. Sans plus attendre, Ray lui présente le papier sur lequel est inscrite la quête. Shu l'examine attentivement et la reconnaît immédiatement comme étant la quête de Liliana, affirmant n'avoir jamais reçu de quête similaire auparavant. Il explique à Ray que Liliana est la personne la plus célèbre de tout ce royaume, à tel point que les joueurs et même les PNJ Tian ont créé un fan club en son honneur. Selon les explications de Shu à Ray, le terme Tian est en fait un autre nom utilisé pour désigner les PNJ. Ray demande alors, avec une grande surprise, si les PNJ peuvent réellement adhérer à des fan clubs. Shu l'informe que, d'après les explications des administrateurs, ils possèdent une conscience et des personnalités tout à fait comparables à celles des humains. Il est donc tout à fait normal qu'ils participent activement aux quêtes. Cependant, le véritable problème est que Ray ne comprend absolument pas pourquoi il a reçu une quête d'une Tian aussi célèbre. Mais Shu lui explique que ce monde est très pragmatique. Il n'y a absolument aucune condition spécifique requise pour activer les quêtes. Parfois, c'est simplement une pure coïncidence ou un coup de chance qui fait qu'on se voit attribuer une quête. En d'autres termes, le nombre de quêtes est littéralement infini. Pour pouvoir accomplir une quête, il est indispensable de connaître un lieu précis. L'ours demande alors à Ray s'il a par hasard reçu le moindre indice. Il montre à Shu le papier que Grandria lui a remis à la hâte un peu plus tôt, affirmant que c'est la seule chose qu'il possède.
Shu examine le dos du papier qui révèle contenir une lettre écrite par Milia. Grâce à cette lettre, Shu peut malheureusement confirmer que la situation est vraiment très grave. La lettre fait mention d'un spray anti-insecte. Si elle a emporté un tel spray, cela signifie que la jeune fille s'est aventurée hors de la capitale en direction de la forêt ancienne de Ravi. Or, la forêt ancienne de Ravi a été complètement ravagée et est désormais entièrement occupée par des monstres de type insecte. Actuellement, ce n'est rien de moins qu'un gigantesque et terrifiant nid de monstres. Shu affirme qu'ils doivent absolument accomplir cette mission au plus vite. Ce genre de quête échouera automatiquement si elle n'est pas menée à bien dans un délai imparti. Il insiste sur le fait que ce monde est fondamentalement différent de tous les jeux auxquels ils ont pu jouer auparavant. Il y a de réelles conséquences pour les joueurs qui ne parviennent pas à accomplir leur quête. Voyant le visage visiblement confus de Rei, il ajoute que lorsqu'un Tian meurt, il ne peut absolument pas être ressuscité. Cela implique que des héros, des talents, des capitaines de chevaliers ou même de puissants monarques peuvent bel et bien mourir définitivement. Malgré tout cela, le monde d'Infinite d'Androgramme continue de fonctionner imperturbable. Rei réalise que même s'ils ne sont que des PNJ, ils ne sont en rien différents des humains, ce qui le met profondément mal à l'aise. Shu tend sa grande main pour faire un high five à Rei, lui disant qu'ils vont accomplir cette quête ensemble et lui offrir une fin heureuse. Rei sourit et touche sa main, acceptant ainsi de mener à bien cette mission ensemble. En raison de l'urgence de la situation, ils se dirigent immédiatement vers la forêt. Shu remet à Rei de très nombreux objets, car il est encore un nouveau joueur avec très peu d'expérience. Il lui explique qu'avec tous ces objets équipés, c'est comme s'il possédait 5 vies supplémentaires. Shu ajoute également Rei à son équipe avec une grande précaution, sachant que son propre statut lui permettrait de soutenir Rei plus facilement. Avant d'affronter le danger imminent, Rei demande quelle est la pénalité exacte en cas de perte d'une vie. Shu répond qu'il est impossible de se connecter au jeu pendant 24 heures, mais l'aspect le plus effrayant de cette pénalité va bien au-delà de ça. Ne pas pouvoir se connecter pendant 24 heures réelles équivaut à 72 heures en jeu, ce qui représente la perte de 3 jours entiers de quête. Dans un monde aussi incroyablement réel, une telle pénalité est absolument terrifiante. Rei regarde son frère avec détermination et affirme qu'il fera tout son possible pour sauver la jeune fille. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, Grandria affronte courageusement des hordes de monstres insectes afin de protéger sa sœur, ignorant totalement le danger qui la guette. Le nombre écrasant de ces créatures l'inquiète profondément, rendant la protection de Milja presque impossible. À cet instant précis, le son distinctif du pistolet de Shu, sous la deuxième forme de Baldur, retentit. Grandria est alors immensément reconnaissante pour cette aide inattendue. Sans leur intervention, elle n'aurait jamais pu protéger sa sœur. Rei écarte ses remerciements d'un geste, pressant tout le monde de quitter cet endroit dangereux au plus vite. Shu prend alors la parole, expliquant que la quête n'est toujours pas achevée, car Grandria étant de niveau 210, cela a directement élevé la difficulté de la quête au niveau 5. Tandis qu'il parle, il tire précisément sur un point devant eux, d'où un ver demi-dragon émerge soudainement du sol pour les attaquer. Grâce à la force inhérente de Shu, ces monstres ne représentent absolument aucun obstacle pour lui, il avance donc pour les éliminer personnellement. Mais faisant preuve d'une trop grande complaisance, il est violemment poussé profondément sous terre par un vaste groupe de monstres parfaitement coordonnés. Rei court alors, inquiet, pour tenter de retrouver Shu, mais malheureusement, il est lui-même attaqué par un monstre qui se trouvait tout près. Grandria se précipite pour parer au danger, affirmant qu'elle s'occupera personnellement des monstres pendant que Rei mettra sa sœur en sécurité. Rei sait pertinemment qu'à son niveau 0, rester sur place ne ferait que l'entraver davantage. Il accepte donc d'escorter Milja en toute sécurité loin de là. En chemin, Milja explique que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa sœur, alors elle est partie à la recherche de Rinburi pour lui préparer un gâteau. Mais malheureusement, aucun magasin n'en avait plus en stock et un homme portant des lunettes lui a alors donné un spray anti-insecte, lui disant qu'elle pouvait en cueillir elle-même dans le jardin. Rei pense que la faute incombe entièrement à cet homme à lunettes qui a délibérément envoyé la petite fille dans un endroit aussi dangereux. Les deux frères et sœurs courent alors main dans la main vers la porte de sortie, qui n'est plus qu'à quelques pas, lorsque des monstres surgissent soudainement, leur barrant le passage. Ils ciblent directement Milia. Rei protège la jeune fille des mâchoires du monstre, ce qui les fait tous deux chuter lourdement au sol. Ce qui le préoccupe le plus à présent, c'est que la jeune fille est une Tian, et si elle venait à mourir, elle ne pourrait absolument pas être ressuscitée, ce qui le fait se sentir encore bien plus mal. Rei équipe Milia d'un objet protecteur et lui ordonne de courir à travers la porte pendant qu'il reste en arrière pour retenir les monstres. Rei est alors soudainement attaqué par de nombreux monstres, ce qui réduit considérablement sa barre de vie et le force à utiliser les potions que Shu lui avait remises. Il boit continuellement des potions et subit des attaques tout en protégeant Milja du danger, jusqu'à ce que tous ces objets soient complètement épuisés. Tenant la jeune fille dans ses bras, Rei se dit à lui-même de ne surtout pas abandonner pour elle. Ce n'est peut-être qu'un simple jeu pour moi, mais pour elle c'est une vie entière. Il regarde son bras et interpelle son embryon. N'as-tu pas de très nombreuses possibilités? Alors montre-moi la possibilité d'une fin heureuse, s'il te plaît. Alors qu'il sombrait dans le désespoir, un faisceau de lumière intense se forme à partir de l'anneau et une voix claire et distincte appellerait un maître collant. Une jeune fille apparaît alors progressivement, de plus en plus clairement, utilisant les monstres environnants comme de véritables projecteurs pour sa grande entrée. Elle se transforme alors en une épée dans la main de Rei, l'aidant ainsi à vaincre les monstres grâce à cette arme d'une supériorité incontestable. L'embryon reprend ensuite sa forme humaine et se présente comme Némésis, expliquant que c'est à travers son corps, son cœur et son âme qu'elle a pu voir le jour. Pour célébrer le fait que Rei ait accompli sa toute première quête, Shu, dans son rôle de grand frère, leur a offert à lui et à Némésis un repas absolument somptueux. Voyant Rei louer avec enthousiasme la nourriture, il l'a informé que le propriétaire de cet établissement se classait premier parmi les chefs étoilés, ce qui est comparable à un chef 3 étoiles dans le monde réel.
Alors que Ray s'apprêtait à entamer son deuxième plat, le système a soudainement suspendu toutes les opérations, affichant des notifications urgentes concernant le besoin d'aller aux toilettes et une faim pressante. Ayant été un joueur expérimenté pendant très longtemps, Shu savait que s'il y avait le moindre problème dans le monde réel, le système mettrait à jour ces informations sans le moindre délai. Ray a simplement répondu « Ah c'est donc comme ça » et a décidé de se déconnecter pour un petit moment. En entendant cela, Nemesis a bondi en demandant « Quoi? Mais si maître n'est pas là, je ne pourrai plus manger du tout !» La petite fille a regardé Ray avec de grands yeux ronds, tenant toujours fermement 2 pilons de poulet qu'il n'avait pas encore touchés. Ray lui a dit d'attendre juste un tout petit instant, affirmant qu'il reviendrait très vite. Au moment où il s'est reconnecté au jeu, toute la nourriture qui se trouvait sur la table avait été entièrement dévorée par Shu. Nemesis n'en croyait absolument pas ses yeux, allongé à plat sur la table, se plaignant amèrement d'avoir attendu pendant des lustres. Shu a ri bruyamment, lui disant qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter, car une autre table, débordante de nourriture, était déjà en train d'être apportée. Il a claqué des mains avec entrain, leur disant de continuer à savourer pleinement leur repas. Ray, observant Nemesis qui ne semblait en rien différente d'une petite enfant, a demandé à Shu si les embryons changeaient d'apparence lorsqu'ils évoluaient, se demandant si Nemesis risquait de perdre sa forme humaine. Shu a répondu que les formes d'évolution dépendent entièrement du maître, mais que Nemesis resterait très probablement une jeune fille pour l'éternité. Bien que le type bras puisse évoluer vers d'autres formes, le type jeune fille est en fait un type hybride combinant 2 formes distinctes. Ray a regardé la jeune fille et s'est exclamé « Oh, alors j'ai obtenu un type rare !» Nemesis a immédiatement rétorqué « Que veux-tu dire par rare ?» Shu connaissait quelqu'un qui possédait un embryon de type jeune fille, bien que l'autre forme fût totalement différente, et cette dernière était maintenant devenue un embryon supérieur. Il a ensuite expliqué plus en détail à Ray qu'un embryon de sa première à sa troisième forme est considéré comme secondaire. De la quatrième à la sixième, il est avancé, et la forme finale et la plus suprême de toutes, la septième forme, est ce qu'on appelle l'embryon supérieur. Cependant, ces formes sont extrêmement rares, avec moins d'une centaine de joueurs ayant réussi à atteindre un tel stade. Ray a alors demandé avec curiosité quel niveau l'embryon de Shu avait bien pu atteindre. Shu a mis un morceau de viande dans sa bouche et a simplement répondu « C'est un secret, bien sûr ». Se remémorant le comportement de Grande Rhea plus tôt, Ray a demandé si quelque chose s'était passé entre Shu et elle. Mi-plaisantant, mi-sérieux, il a répondu « Elle est en colère contre moi parce que je n'ai absolument rien fait. » Il a alors raconté les événements survenus il y a 6 mois, lorsque l'empire mécanique de Dreyf et le royaume d'Altar sont entrés en guerre ouverte, ce qui a malheureusement entraîné la défaite cuisante du royaume. En conséquence directe, un tiers entier du royaume a été irrémédiablement perdu. Et parmi les Tians, ils ont perdu leur grand sage, la moitié de leurs chevaliers et le roi lui-même est décédé. En réalité, la force militaire des deux nations était parfaitement égale, mais la grande majorité des maîtres du royaume d'Altar n'ont tout simplement pas participé à cette bataille cruciale. La raison principale était que le roi n'avait absolument offert aucune récompense pour leur participation, tandis que l'ennemi La raison majeure de l'effondrement du royaume précisément que les 3 grands champions sont restés en dehors du conflit. Le leader du classement des kills, dont le véritable nom est inconnu, le roi de la destruction, le leader du classement solo, Figaro, et le leader du classement des clans, Nefuso. Étant donné que ces 3 joueurs occupant les toutes premières places de chacun des 3 classements n'ont pas participé, la plupart des joueurs des autres rangs ont tout simplement suivi leur exemple. Ray ne comprenait toujours pas la situation et a demandé pourquoi Grande Rhea était si en colère contre Shu. Il a calmement répondu que c'était parce qu'il était un joueur de très haut rang qui n'avait pas pris part au conflit et que l'ancien commandant des chevaliers, décédé au combat, n'était autre que son père. Ray a secoué la tête, visiblement choqué après avoir entendu cela, et a demandé pourquoi Shu n'avait pas participé. Shu avait ses propres soucis. Sa couverture aurait été irrémédiablement compromise si son équipement avait été endommagé. Ray fut quelque peu surpris d'entendre cela, car Shu tenait à conserver son apparence telle qu'elle était dans le monde extérieur. Il a convenu que la raison invoquée par Shu pour ne pas participer n'était en effet pas du tout valable. Ray a ensuite demandé s'il risquait d'attaquer à nouveau dans un futur proche. Shu a hésité un instant, expliquant que si leur camp s'affaiblissait de plus en plus, les autres, eux, continuèrent d'accroître leur force. La prochaine bataille s'annonçait donc comme étant extrêmement difficile. De surcroît, après la défaite d'Altar, de très nombreux joueurs ont choisi de migrer vers d'autres terres, ce qui a complètement bouleversé les classements. Ray a alors pensé que cela pourrait représenter une excellente opportunité pour lui de grimper rapidement dans les rangs. Nemesis, assise juste à côté de lui, a renchéri en disant qu'il semblait avoir enfin trouvé son véritable objectif. Son plan consistait d'abord à monter en niveau, puis à grimper dans les classements. Shu lui a conseillé que, avant toute chose, il devait absolument se procurer de l'équipement et choisir une profession. Il a alors sorti un catalogue présentant les professions compatibles avec Ray. Ray l'a pris et a tourné directement à la première page où était inscrit Paladin. Shu s'est alors exclamé « Mais c'est vraiment très inhabituel !» Normalement, les nouveaux joueurs ne peuvent absolument pas choisir des professions de si haut niveau comme Paladin. Ce catalogue incluait à la fois des professions de haut niveau et des professions de niveau supérieur. Il est à noter que les professions de niveau supérieur ne sont attribuées qu'à un seul joueur et sont assorties d'exigences assez rigoureuses. Ray a demandé quelles étaient les exigences spécifiques requises pour la profession de Paladin. Shu a répondu que cela impliquait de vaincre des boss de niveau sous-dragon. Il devait personnellement vaincre plus de 50% d'entre eux. Nemesis a alors pris la parole, ajoutant « Ceux qui pensent que les 1000 pattes sont faciles à abattre se trompent lourdement ». Shu a poursuivi avec la condition suivante, faire un don de 200 000 lures à l'église. Ray a réfléchi à la possibilité de vendre les objets lâchés par les monstres, estimant qu'il pourrait ainsi gagner bien plus de 400 000 lures.
Et la condition finale était de recevoir une recommandation officielle d'un membre clé des chevaliers ou de toute personne qui leur serait liée. Rey s'est plaint en disant que cette dernière condition était absolument impossible à remplir. Némésis l'a alors réprimandé, lui disant qu'il se trompait lourdement, car il avait reçu quelque chose de tout à fait similaire la veille, à savoir la récompense principale de la quête qu'il avait accomplie hier. Shu a aidé Rey à satisfaire toutes ses exigences avant de lui faire ses adieux, lui disant de l'appeler s'il rencontrait la moindre difficulté. La progression de Rey en niveau est devenue bien plus facile grâce à sa profession de haut niveau. Son niveau est rapidement passé à 3, accompagné de l'acquisition d'une toute nouvelle compétence. Rey s'est exclamé que la magie de guérison sonnait déjà incroyablement impressionnante. Némésis a remarqué 2 joueurs en grande difficulté, complètement encerclés par des monstres, mais il ne pouvait pas les aider directement car cela leur ferait perdre de l'expérience, ce qui serait tout à fait inconsidéré. Les 2 personnes prises au piège dans l'encerclement de monstres ont reçu un soutien de premier secours de la part de Rey, ce qui rendait la situation tout à fait acceptable. Après avoir éliminé les monstres, les 2 se sont présentés. L'un se nommait Rook et il venait tout juste de commencer à jouer la veille. La jeune fille à ses côtés s'appelait Babylone, un embryon de type gardien. Némésis a tourné avec une grande excitation autour de Babylone, affirmant qu'il était vraiment rare de rencontrer un gardien sous forme humaine. Rey lui a alors rappelé d'arrêter de fixer ainsi les autres personnes. Pour les remercier de leur aide, Rook les a invités à partager un repas. De retour dans la forêt une fois de plus, Rey était fermement déterminé à atteindre le niveau 13 ce jour-là. Cet objectif ne put être atteint lorsqu'un embryon ayant la forme d'un monstre attaqua soudainement. Autour de lui, les cris perçants d'autres joueurs commencèrent à retentir. Il s'agissait précisément d'une embuscade de PK, Player Kill, et de nombreux joueurs étaient victimes de meurtres, Rey y compris. Lorsqu'il eut enfin suffisamment de temps pour se reconnecter au jeu, il découvrit Némésis assise tristement près de la fontaine. La petite fille s'est excusée auprès de Rey, lui disant que si elle avait été plus forte, elle n'aurait pas été vaincue par les autres embryons. Némésis a pleuré à chaudes larmes, disant que s'il n'avait pas été un joueur, il aurait pu disparaître à jamais, ce qui l'a terrifié au plus haut point. Rey a posé sa main sur son épaule, sans nier ce qu'elle venait de dire, et l'a consolé en lui affirmant qu'ils étaient toujours là, toujours bien vivants pour tenter leur chance une fois de plus. Ils deviendraient plus forts ensemble et prendraient leur revanche sur ces individus. Némésis a alors retrouvé son moral, acceptant que ce qu'il disait était absolument et totalement juste. Ils avaient encore un très long chemin à parcourir, et elle a affirmé que le maître ferait payer ces gens pour leurs actions. En raison des nombreux incidents de PK survenus tout près de la capitale royale, Rey a été contraint de se rendre au cimetière royal pour y chasser des monstres. Némésis tremblait de peur, car il n'y avait absolument aucun autre joueur aux alentours, et la scène était vraiment quelque peu effrayante. Rey l'a informé avec un optimisme forcé qu'il y avait moins de monde ici parce qu'il fallait dépenser 100 000 lures pour obtenir un laissez-passer. De manière tout à fait inattendue, à la porte, les gardes n'ont pas du tout exigé de laissez-passer pour les paladins, ce qui l'a fait crier de douleur en pensant aux 100 000 lures dépensées inutilement. Reprenant ses esprits et se préparant à chasser les monstres, il a trouvé Némésis la tête baissée, tremblante, tout en affirmant qu'elle n'avait absolument pas peur. Bien que profondément dégoûtée par les cadavres en décomposition, elle a parfaitement rempli son devoir, rappelant à Rey que quelqu'un, venant d'en bas, était en train d'approcher. Grâce à la vigilance de Némésis, Rey a pu éviter une attaque surprise. Elle lui a dit de prendre une décision rapide, combattre ou bien fuir. Rey a alors fermement serré l'épée dans sa main, se préparant à bloquer l'attaque dès que l'autre personne ferait son apparition. De manière tout à fait inattendue, dès que l'autre personne est apparue, elle a immédiatement incliné la tête et s'est excusée auprès de Rey. Expliquant qu'elle l'avait pris pour un monstre et l'avait attaqué à distance, Figaro lui a demandé ce qu'il faisait à ce niveau solo, suggérant que les niveaux inférieurs étaient bien plus sûrs à l'extérieur de ce lieu. Rey a demandé s'il n'était pas au courant des nouvelles actuelles, car d'innombrables incidents de PK se produisaient tout autour de la capitale, rendant la situation absolument pas sûre du tout. Il a répondu qu'il était resté à l'intérieur depuis 5 jours entiers, donc il ne savait absolument pas ce qui se passait à l'extérieur. Voyant qu'ils étaient tous deux visiblement choqués, Figaro a expliqué qu'il était en train de tester jusqu'où il pouvait descendre seul. Cette fois-ci, il semblait avoir établi un tout nouveau record en atteignant le niveau 48. Alors qu'il avait l'intention de s'expliquer pour apaiser leurs inquiétudes, il fut surpris de les voir devenir encore plus terrifiés après avoir entendu cela. Rey a demandé s'il était réellement le Figaro des plus hauts classements, se demandant comment une personne de son calibre pouvait se trouver dans de tels endroits. Figaro a expliqué qu'il appréciait particulièrement d'entrer dans les labyrinthes, qui sont assez similaires aux arènes de combat. Il a informé Rey que ce royaume en possédait également plusieurs dans des villes de combat telles que Gideon. Étant donné que mourir dans une arène ne compte pas comme une véritable mort, il a suggéré à Rey de tenter l'expérience. Avant de partir, il a dit à Rey que d'ici demain, l'extérieur devrait être suffisamment sûr pour qu'il puisse à nouveau progresser en niveau et que lorsque son niveau serait suffisamment élevé, il devrait absolument visiter l'arène pour un combat. Figaro a reconnu que les deux jeunes gens possédaient une certaine habileté, ayant réussi à bloquer son attaque et à rester intact. Il appréciait Rey, alors quand l'occasion se présenterait, il entrerait dans l'arène pour le défier. Rey était très excité, disant à Némésis que c'était une excellente nouvelle. Aujourd'hui, il s'acharnait à monter de niveau. Ce matin, le quartier bourdonnait de la nouvelle que toutes les zones de montée de niveau n'étaient plus piquées. Comme Figaro l'avait dit, il trouverait un moyen de résoudre les incidents de piquer dans le sud. Rey ignorait donc s'il était intervenu ailleurs. Selon Rey, la probabilité était plutôt mince. La cité de combat était son lieu de résidence. Sur le chemin du retour, il aurait pu régler la situation dans la région sud, mais il n'y avait aucune raison d'intervenir dans d'autres secteurs.
Némésis acquiesça car elle l'avait entendu affirmer qu'être bloqué sur son chemin le dérangeait profondément. Rook, assis en face de Ré, était intrigué par la raison pour laquelle les incidents de P.K. sur les autres cartes avaient tous cessé. Ré supposa que soit les autres s'étaient automatiquement retirés après avoir vu le groupe du sud être réglé, soit simultanément d'autres zones étaient également nettoyées par d'autres intervenants. Une femme portant des lunettes noires s'installa à leur côté et dit « c'est tout à fait ça ». Elle se présenta en tant que Mary Adler, une journaliste. Elle demanda s'ils voulaient entendre la vérité sur le déroulement exact des événements, mais l'information avait un prix. Après avoir reçu le paiement, Mary leur révéla d'abord les conclusions finales. Ceux qui avaient perpétré des PK étaient désormais passibles de la peine capitale. Il s'agissait des gangs K et R à l'est, Mad Castle au sud et Goblin Street à l'ouest. Les trois gangs de PK avaient chacun leurs propres revendications. Ceux qui les avaient vaincus étaient des maîtres possédant des embryons ayant atteint la 7e forme d'évolution. Marie sortit un appareil projetant toute la scène de l'événement. C'était le moment clé. En partant du sud, le groupe PK fixa des conditions aux joueurs. S'ils parvenaient à infliger des dégâts à l'homme de fer, ils seraient épargnés. Une compétence de réduction de dégâts était active sur l'homme de fer. Donc malgré tous les efforts des joueurs, ils ne pouvaient pas remplir la condition et finirent par être massacrés. Terrifié, Figaro fut celui qui maîtrisa le groupe PK dans le sud, tuant de nombreux membres PK pour ouvrir la voie avant de se montrer. Émergeant des ombres, Figaro se plaignit du nombre excessif de personnes bloquant son passage ce jour-là. Il demanda ensuite si le chef était Armour, remarquant sa solide défense, et expliqua qu'à part lui, tous ses complices PK avaient été neutralisés avant son arrivée. Figaro n'aimait pas s'immiscer dans ce genre d'affaires, il se contentait de faire un peu de ménage parce qu'ils obstruaient son chemin de retour. Maintenant, il ne restait plus que le chef, et s'il était prêt à se retirer, Figaro ne lui ferait aucun tort. Armour murmura, jaugeant Figaro de la tête aux pieds, remarquant son excellent équipement, et décida de se retirer. Il signa même un accord, avec une certaine courtoisie, invitant Figaro à sceller l'accord. Tandis que Figaro s'avançait, Armour comptait sans cesse jusqu'à ce que, à 4 pas de distance, il déclencha soudainement sa compétence, tentant d'écraser Figaro. Seulement à bout portant son embryon pouvait déchaîner sa technique d'assassinat. Figaro demeura immobile, patientant qu'Armour lance son assaut, puis utilisa une chaîne pour le projeter en arrière, lui assénant directement le coup fatal. Ray, regardant le combat via l'orbe, la qualifia silencieusement de combat d'une brutalité inouïe. Ensuite, il y avait l'Est et l'Ouest, mettant en scène deux jeunes filles dotées d'une puissance colossale. Marie désigna l'orbe qui projetait la scène, expliquant à tous que la jeune femme à l'intérieur était T-lettre 1 E, DU tri, NH lettre 1 E 5C agneau, spécialisée dans l'empoisonnement des nouvelles recrues. La raison de son adhésion au PK demeurait inconnue. Enfin, au nord, l'identité du coupable PK restait non confirmée, simplement connu comme un super assassin redoutable. Marie pointa l'intérieur de l'orbe, les pressant de regarder. L'ombre qui apparut brièvement était le mystérieux roi de la destruction. D'après des sources dignes de confiance, son embryon était un véritable cuirassé. Le chef du classement avait entièrement réduit la forêt en cendres. On spéculait donc que le super assassin n'avait pu s'échapper sain et sauf. Une fois le récit terminé, Ray et Némésis se rendirent eux-mêmes dans la forêt pour vérifier. Tout y avait été consumé, réduit en cendres. Ray fut stupéfait que ce soit là la puissance de l'embryon de niveau supérieur que possédait le roi de la destruction. Némésis découvrit une porte spatiale parmi les ruines et s'y précipita pour en explorer la nature. Ray se posta devant la porte, hésitant un court instant avant de s'y engouffrer. Némésis était confortablement installée. À côté d'elle se tenait le chat IA 13 Cheshire, dégustant tranquillement son thé. Elle demanda à Ray pourquoi il l'embinait ainsi. Ray saisit la tasse de thé des mains de Cheshire, s'enquérant de sa présence en ces lieux. Cheshire répondit qu'il s'apprêtait à maintenir l'environnement, bien que ce ne fût pas sa tâche habituelle. Cependant, il fut surpris que tous deux puissent pénétrer cet espace, car les gens ordinaires en étaient incapables. Si l'embryon de Ray était une vierge, alors cette situation n'était pas étrange du tout. Ray ne comprit pas et demanda ce qui rendait les vierges si spéciales. Cheshire expliqua qu'il possédait un certain nombre de similitudes, mais les mots qui lui venaient à l'esprit ne pouvaient être traduits. Ray savait seulement qu'il s'agissait d'un système de sécurité. Laissant cela de côté, il demanda à Cheshire si la zone allait être restaurée prochainement. Cheshire répondit que cela ne retrouverait pas exactement son état d'origine, mais cela l'aiderait à se développer de nouveau de manière favorable. Ce monde fonctionne par des comportements autonomes et des résidus qui proviennent d'ici. Et des entités comme Cheshire interviennent de manière directe. Même s'il s'agit d'une punition de l'IA, cela est considéré comme une exception. Cheshire précisa que pour les personnes recherchées par le pays, elles n'avaient qu'à se déconnecter ou mourir et revenir dans le jeu pour être absous de leurs crimes. De cela, Ray put en déduire qu'il restait encore de nombreux criminels dans les parages. Cheshire les salua, remarquant que cela faisait un bon moment qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un sous cette apparence. Il aurait aimé leur offrir un souvenir, mais pour les administrateurs, c'était strictement interdit.
Cheshire répondit que ce n'était pas nécessaire car il avait déjà eu son gâteau et son thé. Némésis intervint déclarant que c'était absolument merveilleux. Cheshire se rappela de quelque chose d'important et demanda à Harry s'il comptait se rendre à Gideon et dans ce cas d'être très prudent. Il s'exprima de façon suggestive, lui rappelant que le cœur du diable réside dans l'estomac, qu'il s'en souvienne bien. Avant de partir pour Gideon, Ray et Rook se rendirent à la guilde pour dénicher des quêtes à accomplir en cours de route. Selon Rook, la route étant rouverte, les marchands solliciteraient inévitablement des escortes. Ray réalisa soudain qu'il n'avait pas encore demandé à Rook sa profession. En entendant la réponse de Rook, Macro, il demanda si Macro était une profession disponible dans le livre et quelles compétences elle conférait. Rook expliqua que Macro était probablement une sorte de profession de dompteur de monstres. Ray, pensant que la réciprocité était de mise, ouvrit son propre panneau de compétences pour que Rook puisse le consulter. Rook s'exclama stupéfait. Chevalier sacré avec un équipement stylé, ça sonne bien. Il était curieux de savoir si contre-absorption et vengeance est à moi étaient les compétences uniques de Némésis. Némésis expliqua à Rook que vengeance la transformait en une arme et équipait directement Ray. Son regard se posa sur le journal qu'il tenait en main. La route de Gideon abritait plusieurs grands boss tels que le roi des meutes, Loboda ou la grande tête de démon. Elle déclara joyeusement que ce serait formidable de les croiser. Ray lança un regard agacé à Némésis affirmant qu'il n'était pas intéressé par des dangers aussi manifestes. Les yeux de Babylone pétillèrent en fixant Rook qui refusa aussitôt, n'étant pas non plus intéressé par de si dangereuses affaires. Marie apparut mystérieusement, s'installant silencieusement à leur côté, écoutant leur conversation, jusqu'à ce que Ray remarque soudainement sa présence. Marie sortit un bonbon et mentionna qu'elle avait des affaires à régler à Gideon. Elle souhaitait donc accepter quelques quêtes en cours de route. Elle les avait accidentellement entendus discuter d'aller à Gideon et les rejoignit. Ray demanda l'opinion de chacun et tous acceptèrent que Marie se joigne à eux, d'autant plus que c'était leur première fois à voyager vers une autre cité. Marie informa tout le monde que voyager était sa spécialité. Il pouvait lui faire confiance pour ça. Ray présentait une quête de transport de marchandises de la région locale jusqu'à Gideon, avec une récompense de 30 000 lures demandant l'avis de chacun. Tout le monde accepta cette quête, alors Ray alla s'inscrire et il partirait dès demain matin. Rook reçut une récompense pour avoir dompté des monstres qui serviraient de monture pour tous pour leur voyage vers Gideon. Il leva la main pour montrer à Ray un cercle étincelant, un joyau servant à contenir des monstres. Marie faillit oublier de préciser à tous que sa compétence de journaliste ne faisait qu'augmenter leur expérience. En revanche, elle était totalement inutile en combat. Elle sourit, encourageant chacun à donner le meilleur de soi-même. Avant qu'ils ne puissent y réagir, Némésis les avertit bruyamment de regarder droit devant eux. Une caravane de marchands devant eux était attaquée et bloquée par des monstres. Ray sentit qu'il serait horrible de les laisser périr ainsi. Mais s'ils subissaient tous des pénalités de mort maintenant, cela entraînerait l'échec de la mission, et ils ne pouvaient pas simplement observer des gens en danger sans leur venir en aide. Ray se tourna vers les occupants de la calèche comme pour solliciter leur décision. Rook prit la parole, battons-nous, et Marie sourit en acquiesçant. Rook ordonna à Marilyn de dégager le chemin en premier, avant qu'ils ne chargent tous deux. Heureusement, ces petits monstres n'étaient pas de taille face à eux deux. Il ne fallut que peu de temps pour les éliminer. Le commandant de l'autre côté vint remercier Ray, affirmant que si les deux n'étaient pas arrivés à temps, toute son armée aurait été décimée. Ray répondit que ce n'était pas son mérite, mais celui de Rook. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, il fut attaqué par un nouveau monstre. Grâce à la rapidité des réflexes de Némésis, il évita le danger juste à temps, mais ce monstre était bien plus puissant que les précédents. Marie accourut, rappelant à Ray d'être prudent car c'était un monstre boss à bombe ultra. Ray se rappela aussitôt du boss figurant sur la liste des primes, le grand démon. Il commença par cracher un poison qui enveloppa tout le monde. Rook eut la chance d'éviter l'empoisonnement grâce à Babylone qui volait très haut. Cependant, Ray n'eut pas autant de chance. Se tenant juste à côté du monstre, il fut la personne la plus gravement empoisonnée. Face à cette situation d'urgence, Marilyn se précipita en avant, repoussant le monstre pour sauver la vie de Ray. Marie, se tenant en dehors de l'encerclement, lança un liquide violet au visage de Ray. Il se releva du sol, lui demandant ce qu'elle faisait. N'était-il pas déjà assez malheureux sans qu'elle en rajoute? Après l'avoir réprimandé, Ray réalisa que son corps entier bougeait de nouveau librement. Marie l'informa que l'élixir était un puissant antidote. Elle lui annonça une excellente nouvelle pour Ray. Durant les 180 prochaines secondes, il serait immunisé contre tous les effets de statut négatifs. Ray reprit confiance en lui. S'il combattait dans sa meilleure forme, ce monstre ne serait pas plus qu'un simple insecte. Il saisit son épée et fonça vers le monstre, manœuvrant autour de ses pattes en mouvement pour lui trancher la cuisse. Le monstre hurlant de douleur repoussa immédiatement Ray d'un coup de pied. Il calcula silencieusement les dégâts que chaque attaque du monstre lui infligeait, accumulant les dégâts pour déclencher « Vengeance est à moi ». Némésis cria soudainement, avertissant Ray d'être vigilant. Au-dessus, une bête volante montée apparut de nulle part, tentant de le capturer, mais en vain. Il commença à craindre que s'il était attaqué par les deux en même temps, il ne pourrait plus rien faire.
Rook, ramené par Babylone juste à temps, cria à Rey de leur laisser l'oiseau de roche. Ils devraient se concentrer sur Gardrand. Après avoir prononcé ces mots, les deux s'envolèrent de nouveau pour poursuivre l'oiseau de roche. Voyant Rey toujours immobile, le regard tourné vers Rook, Némésis lui rappela « Maître, ne gâchez pas leur générosité ». Rey se reconcentra, vérifiant la durée des effets. Il ne restait que 57 secondes. S'il minimisait sa capacité de récupération, il pourrait encaisser 3 ou 4 coups supplémentaires. Rey et Némésis chargèrent de nouveau Gardrand. Il comprit qu'il pouvait encore se battre grâce à l'élixir de Marie et à Rook qui tenait l'oiseau de roche en respect. Il n'était donc pas seul. Durant les 10 dernières secondes, Rey encaissa un autre coup du monstre. Il cria à Némésis, accumula les dégâts et utilisa l'épée pour lui trancher la tête. Malgré la décapitation, Gardanda luttait toujours, utilisant ses mains pour frapper Rey au loin. Au moment même où l'effet de la potion s'est dissipé, Némésis regarda avec horreur le Gardanda décapité, toujours en mouvement. Ne comprenant pas ce qui se déroulait, Rey affirma que son cœur avait été anéanti. En mentionnant le cœur, il se rappela les mots de Cheshire. Le cœur du diable réside dans l'estomac. Rey murmura « Ah, c'est donc comme ça ?» Mais même en ayant cette information, il ne pouvait rien faire. Ses forces étaient complètement épuisées. Rey s'effondra au sol mais se releva aussitôt, disant doucement « Non, mes coéquipiers n'ont pas abandonné, alors comment pourrais-je le faire ?» Il reprit son épée, criant qu'il dépasserait cette limite et s'emparerait de la victoire. Il demanda à Némésis si elle était prête pour ce combat déséquilibré, mais la jeune fille rappela à Rey de prêter attention au signal sonore du système. De nombreux avertissements apparurent avec un compte à rebours attendant que Rey confirme par oui ou par non. Gardrand, de l'autre côté, avait fait repousser 2 yeux, cherchant Rey. Sans le temps de réfléchir, il ne pouvait que miser sur son choix. Le système afficha une nouvelle notification confirmant le processus d'évolution. Némésis fut contrainte à une évolution d'urgence. Au moment où le compte à rebours s'achevait, Némésis, dans sa deuxième forme évolutive, aida à bloquer une attaque du monstre. Némésis informa Rey que dans sa deuxième forme, elle ressentait une puissance débordante, se sentant capable de vaincre la bête d'un simple revers de main. Tous deux utilisèrent leur nouveau pouvoir, se préparant pour l'ultime affrontement avec Gardrand. Mais durant la bataille, une faiblesse de cette nouvelle forme apparut. Il ne pouvait pas utiliser contre-absorption et vengeance est à moi. Cela impliquait que pour utiliser ces deux mouvements, il devait revenir à la première forme, celle de l'épée. Rey prévoyait d'abord d'immobiliser le monstre en lui coupant sans cesse les pattes, accumulant silencieusement des dégâts durant ce processus. Quand il ne pourrait plus se tenir debout de manière stable, Rey utiliserait l'épée sacrée de la première forme pour abattre Gardrand. Heureusement, le plan de Rey réussit à abattre le grand démon Abom. Marie s'approcha s'enquérant de l'état de Rey et lui offrit une autre potion pour l'aider à se rétablir. Rook revint juste à temps, chevauchant l'oiseau de roche désormais dompté. Le marchand s'approcha, serrant la main de Rey pour remercier tout le monde. Sans eux, son groupe aurait entièrement péri. Les corps des défunts furent arrangés par son groupe et placés dans un petit. Némésis expliqua à Rey que c'était des cercueils en cuir tanné, une manière d'aider les défunts à retrouver leur famille. Rey trouva cela trop réaliste, se remémorant Grandria, Milia et Némésis, puis se demandant si cet endroit n'était réellement qu'un jeu, tous les événements d'aujourd'hui étaient observés par une autre entité. Il estima que même la défaite d'un Ubam était un cas rare. L'homme regarda le visage de Rey à travers l'écran, souriant avec un vif intérêt. Sans ces nouveaux pouvoirs, comment 100 supérieurs pourrait-il suffire? Il observa tranquillement tous les développements comme un film, espérant que les joueurs l'apprécieraient pleinement. Le monde dont il s'était toujours interrogé du début à la fin n'était qu'un jeu, après tout. De l'autre côté, après avoir vaincu Gardrand, le groupe de Rey était arrivé à Gideon, une cité très animée. En premier lieu, ils devaient se rendre à la guilde des aventuriers pour récupérer leur récompense. Tout le groupe se disputa car chacun voulait prendre moins, créant finalement un fonds commun pour l'ensemble du groupe. Rey dit à Némésis qu'il sentait que sa récompense était excessive, incluant 2 bras de poison de feu. Némésis regarda le monstre qui courait vers eux, disant à Rey d'essayer de s'entraîner avec les bras pour voir ce que ça donnait. La première fois, Rey faillit s'immoler par le feu. La deuxième fois, il ne parvenait toujours pas à contrôler ce pouvoir. Tournoyant au sol, Rey pensa qu'il s'était suicidé 2 fois. Tandis que Némésis jugeait cela épouvantable, ses yeux se posèrent sur un oiseau dissimulé derrière un arbre. Il sortit de derrière l'arbre, se présentant comme Flamingo. Némésis lança un regard méprisant déclarant « Tous ces pervers déguisés ». Il ignora les paroles de la jeune fille et sortit une bouteille pour Rey, expliquant que cela pourrait résoudre son problème. Rey fit confiance aux paroles de Flamingo et but la bouteille entière, voyant étonnamment pousser 2 oreilles de lapin. En voyant cela, Flamingo éclata de rire, déclarant le test de la drogue à oreilles d'animaux un succès, puis tenta de s'échapper de l'épée que Rey tenait en main. Némésis, observant ce comportement suspect, ignorait quelles étaient ses véritables intentions.
Marie fut enchantée par l'apparence adorable de Ray et lui fit même un dessin. Elle conseilla à Ray de ne pas s'en faire, disant qu'il était tout à fait normal pour un maître de voir pousser soudainement des oreilles d'animaux. Rook, voyant les deux oreilles sur la tête de Ray, demanda si c'était une nouvelle étape. Il fut constamment jeté au sol. Se demandant pourquoi un paladin ne pouvait pas monter à cheval, Ray vérifia ses compétences, et clairement aucune ne concernait l'équitation. Il pensa à quelque chose et dit à Némésis qu'il allait se déconnecter un instant pour vérifier des informations. Il apprit finalement qu'il devait posséder le charme de la tribu des chevaux pour 100 000. Ray retourna au jeu, disant qu'en gros, il devait maintenant farmer de l'argent. Némésis suggéra d'aller à l'arène, où il n'aurait pas à s'inquiéter des pénalités de mort et pourrait aussi gagner de l'argent. Ray lui rappela qu'elle avait oublié la condition. Il fallait être de niveau 51 pour entrer. Ils marchèrent le long d'une route et virent un groupe de personnes malmener une petite fille. Ray repoussa l'agresseur, le projetant étonnamment loin. Même Ray fut surpris par la puissance de ses mains. Il regarda le reste du groupe, demandant qui serait le suivant. Ayant assisté à cette scène, tout le groupe inventa des excuses pour s'enfuir. Avant de partir, ils avertirent Ray de bien retenir leur visage, car le frère de la jeune fille était toujours entre leurs mains. La jeune fille demanda curieusement pourquoi quelqu'un d'un si haut niveau se laissait ainsi malmener. Hugo expliqua maladroitement qu'une caractéristique de sa profession faisait que ses statistiques physiques augmentaient très peu. La jeune fille revint, s'agenouillant à terre, suppliant les maîtres de l'aider à retrouver son frère. Si elle n'apportait pas assez d'argent, il le tuerait. Ray regarda la petite fille pitoyable et promit de l'aider à retrouver son frère, n'oubliant pas de demander à Hugo ce qu'il ressentait, Psycho traînant les voyous qu'elle avait maîtrisés. Psycho demanda ensuite si Hugo accompagnait héroïquement Alalacan. Les yeux de Psycho se posèrent sur Némésis, l'évaluant. Némésis et Ray demandèrent à l'unisson qui elle appelait Alalacan. Psycho, debout à côté de Ray, l'informa que Psycho était un membre important de sa vie. Malgré sa langue un peu acérée, elle était très digne de confiance. Le système envoya une notification à tous deux. Une nouvelle mission niveau 8, sauver Rotti, avait été activée. Hugo trouva un espace vide et ouvrit un royaume spécial, demandant à Ray pourquoi il avait accepté cette mission. L'esprit de Ray était simple. Il savait juste que s'il ignorait cette affaire, il se sentirait plutôt mal. Portant Ray et Psycho, ils se dirigèrent vers l'emplacement des trafiquants d'humains. Ils se dissimulèrent derrière des buissons, observant le bâtiment et planifièrent. Premièrement, Hugo utiliserait Majunjir pour limiter leur vision, et Ray utiliserait la fumée ainsi créée pour se faufiler à l'intérieur. Hugo insista sur la nécessité d'être rapide et précis. La vie des enfants était en jeu, ils ne pouvaient pas se permettre d'échouer. Hugo rappela à Ray que les ennemis appartenaient à Tian. Les tuer serait un crime, mais la légitime défense était une toute autre affaire. Un autre groupe arriva, amenant davantage d'enfants. Psycho, avec ses compétences, traduisit leurs propos. Ils attendirent d'emmener ces enfants à la forteresse pour venger leurs camarades assassinés. C'est pourquoi chaque vie quittant ce monde créait un sentiment très réel. Et dans ce monde, une vie perdue était encore plus facile qu'en le monde des humains. Si l'on devait éprouver ce chagrin trop souvent, les joueurs choisiraient de quitter Infinite d'Androgramme. Ray pensa que ce n'était pas encore son cas. Il devait sauver les enfants encore en vie et honorer sa promesse. Il serait celui qui s'occuperait directement d'eux. Psycho se plaignit que si Hugo utilisait la compétence de son embryon, il commencerait à prêter attention aux enfants à l'intérieur de la voiture qui venait d'être amenée. Psycho demanda de nouveau à Hugo s'il voulait utiliser cette technique. Il répondit qu'elle connaissait déjà la réponse, alors pourquoi poser la question? Goose fut rappelé avant d'approcher les enfants. Hugo baissa la tête, n'osant pas affronter ses propres erreurs récentes. À cause du plan, il ne pouvait pas utiliser ce mouvement. Hugo se réprimandait d'être si bête, ce n'était vraiment pas son genre. Alors Hugo a pointé directement le visage de Gouza, déclarant qu'il ne le laisserait absolument pas s'en tirer. L'insigne sur Psycho a été libéré, reprenant la forme d'un char de jeune fille. Le robot Psychotus a mis en place une porte, et son but d'exister jusqu'à présent était de devenir un roi immortel, un être tout-puissant. La première condition était de vivre 5000 ans en tant que mort-vivant et de créer un cristal d'esprit en colère. Il avait passé énormément de temps, une éternité même, mais à présent il avait presque rempli cette condition. Ce qui restait, c'était de tuer ses enfants et de les transformer en morts-vivants. Après avoir entendu tout ce qu'il avait dit, Ray a directement utilisé son épée pour couper la main de l'homme. Il n'avait plus du tout besoin de faire semblant d'être mort. Le mort-vivant, tailladé sur tout le corps par Ray, pensa silencieusement. C'est vraiment mauvais signe. Bien qu'il fût un leak, l'arme en argent dans les mains de Ray pouvait l'empêcher de se régénérer. Il chercha une opportunité de s'échapper, invoquant des morts-vivants pour qu'ils se lèvent et bloquent temporairement la vision de Ray.
Avant qu'il ne puisse aller bien loin, Ray le poursuivait déjà à cheval. Il a couru frénétiquement dehors à la recherche de Goose, seulement pour voir que Goose avait été déchiré en morceaux. Hugo a contrôlé Psycho pour lui bloquer le chemin, lui demandant s'il voulait choisir l'enfer ou la punition suprême. Le Leak a crié qu'il ne pouvait pas mourir si facilement, pas du tout. Il était sur le point de devenir un roi immortel, un être tout-puissant. Avec l'avant et l'arrière bloqués, sans aucune voie d'évasion, la seule façon de survivre était d'utiliser l'esprit de colère. Cet esprit de colère sombre fut facilement purifié par la lame d'argent de Ray. Il supplia Ray de lui épargner la vie, offrant 70 millions de leurres. Ray lui a directement transpercé l'estomac, mettant fin à la vie de Malik. Mais il était aussi empoisonné. Némésis l'a réprimandé avec colère. Déjà mourant, et tu veux toujours emmener d'autres personnes avec toi? Heureusement, Hugo avait de l'eau bénite et des médicaments brise-malédiction pour aider Ray. Une fois tout résolu, Hugo a appelé Psycho à revenir. D'un robot solide, elle est revenue à sa forme humaine. Tous les quatre ont rapidement couru au sous-sol pour secourir les enfants, sans perdre un instant. Les méchants restants ont profité de cette opportunité pour s'approcher du chariot et prendre des objets. Une personne curieuse a poignardé la boîte secrète avec un couteau. D'innombrables pièces d'or sont tombées et à l'intérieur se trouvait une graine mystérieuse qui a été ramassée. La graine s'est accrochée à la main de celui qui l'avait ouverte, activant la compétence de vengeance, haine des morts vivants. Elle a commencé à grossir, faisant pousser des tentacules et s'attachant à ceux qui l'entouraient pour former un nouveau corps. Le système a affiché. Un monstre répondant aux critères de reconnaissance en tant qu'Uboom a été approuvé par l'IA contrôlant la gestion des Ubooms, cible nommée labyrinthe de loi d'émonement. Le groupe de Ray, après avoir aidé les enfants, est sorti pour voir le démon Mante piétiner tout autour. Hugo a deviné qu'il s'était formé à partir des cadavres environnants. En voyant son arme écrasée, il ne pouvait que dire qu'à eux deux, il ne pourrait que pas le vaincre. Némésis a soudainement émis un son inhabituel. Elle a senti que ses statistiques de dégâts avaient changé. Quand Ray s'est tourné pour demander, tout est revenu à la normale. Hors de la voiture, une petite fille effrayée a couru dehors, attirant l'attention du démon Mante. Ray a utilisé les flammes sur ses bras pour aider temporairement la jeune fille à échapper au danger. Il a crié à Hugo d'emmener les enfants en premier. Hugo s'inquiétait que Ray seul ne puisse pas combattre ce monstre terrifiant. Ray a dit à Hugo qu'il le savait mieux que quiconque, mais qu'il devait d'abord assurer la sécurité des enfants. Le corps du monstre se régénérait rapidement. Les attaques normales de Ray ne pouvaient pas du tout l'endommager. À ce moment, Némésis a de nouveau ressenti quelque chose d'inhabituel avec son compteur de dégâts. Grâce à l'attaque du démon Mante, elle a compris ce qu'était cette sensation désagréable de tout à l'heure. Némésis a dit à Ray qu'ils accumulaient des dégâts de sa part et que c'était les plus importants qu'ils aient jamais reçus. Elle a deviné qu'ils avaient absorbé par inadvertance le dernier sort utilisé par le Leak. Ray a demandé confus si le Leak et ce démon Mante n'étaient pas deux entités distinctes. Némésis a observé qu'il semblait vouloir le dévorer, ayant juste besoin de saisir le moment où le Leak contrôlait sa colère. Ray a compris ce qu'elle essayait de transmettre et a continué. Si nous utilisons la vengeance quand le Leak contrôle sa colère, nous pourrions peut-être le vaincre. Némésis a acquiescé. Ils ne pouvaient que parier là-dessus. C'était leur seule chance. Face au démon Mante, Ray a murmuré qu'il avait pris tant de vie d'enfant et qu'il nourrissait encore un tel ressentiment, il ne lui permettrait pas de tuer qui que ce soit d'autre. Après plusieurs échanges avec le démon Mante, Ray a réalisé que s'il ne trouvait pas et ne frappait pas son point faible rapidement, il ne pourrait pas tenir longtemps. Pire encore, les dégâts accumulés des deux avaient disparu. Sa haine devait avoir changé, c'était évident. Comme il l'avait deviné, le démon Mante a changé de cible pour les enfants et Hugo. Il a utilisé sa vitesse la plus rapide pour bloquer son chemin juste au moment où il était sur le point d'atteindre le chariot. Hugo, sur le chariot, a soupiré de soulagement, s'éloignant rapidement, espérant que Ray ne perdrait pas son. Irrité par Ray, le Leak a repris le contrôle du monstre. Cette fois, Ray a trouvé un point faible sur la tête du monstre. Au moment où il se préparait à attaquer la tête, un noyau est soudainement apparu, le repoussant de manière inattendue. Non préparé, Ray a été projeté très loin. Pour protéger sa vie, Némésis est revenu à sa forme humaine, créant une résistance derrière lui. Cependant, l'attaque était si forte qu'il est tout de même tombé inconscient. Pendant son inconscience, il a trouvé un autre fragment d'embryon dans son rêve. L'enfant a dit que Ray ne pouvait pas gagner s'il n'utilisait que le feu provenant de celui-ci. L'enfant lui a dit que ce n'était qu'un fragment, sa puissance vaincue alors qu'elle était encore incomplète. La jeune fille était le pouvoir de la vie et de l'intelligence. Les démons maléfiques ne pouvaient pas naître. Sa vie était renaissante de ces objets, a-t-elle poursuivi, disant qu'elle le comprenait maintenant. Le temps restant était pour lui de la comprendre. Outre Némésis, il devrait l'utiliser pour avoir une chance de saisir d'autres capacités. Pendant l'inconscience de Ray, Némésis avait repoussé le monstre seul, sachant que si elle prolongeait le temps davantage, elle aussi perdrait sa vie. Némésis a senti quelqu'un derrière elle dire « Je suis en retard, Ray. Ne sais-tu pas qu'il ne faut pas faire attendre une fille ?» Les deux ont continué à se coordonner parfaitement. Attaquant le démon Mante, Ray a profité de l'occasion pour prendre un petit morceau de sa chair et le mordre.
Il a demandé si cela recevait un certain effet d'avoir une partie de son corps mangée, similaire à un drapeau d'inversion qui inverse tous les effets négatifs sur l'adversaire. Ray a fait une pause ici, devinant que c'était la toute première fois qu'il était mangé par un adversaire. Suivant son habitude, il a utilisé l'esprit de vengeance pour prendre la vie du démon Mante. Sur l'écran d'observation, la personne mystérieuse a regardé Ray, le voyant de nouveau rencontrer et vaincre Ahabam 2 jours de suite, ce qui était absolument fascinant. Sur le chemin du retour, alors que le soir tombait, Némésis a demandé si Ray quitterait ce monde. Ray pensait que ce monde était rempli de morts. Il ne savait pas s'il était bon ou mauvais de s'y plonger. Némésis a continué disant que Ray ferait face à plus de difficultés s'il restait. Ray a répondu que si quelque chose le dérangeait, il le résoudrait en utilisant pleinement toutes ses capacités. Némésis a répondu joyeusement « Je comprends, tu te battras pour protéger tout le monde et moi je te protégerai ». Le groupe de Xunyu a reçu une invitation pour l'arène de Gideon et est parti avec Embryo Kang. Sur la route, Xunyu a senti quelque chose. En entendant cela, la jeune fille Kang s'est reniflée elle-même, un peu surprise. Ayant clairement juste pris un bain, il a juste dit tranquillement à la jeune fille de baisser la tête et immédiatement une balle s'est fendue en deux devant eux. Eldredge, roi du cambriolage et chef de la rue des Gobelins, s'est levé avec colère observant le convoi se déplaçant en contrebas de la colline. Eldredge a murmuré, calculant que le convoi atteindrait bientôt son embuscade et serait immédiatement attaqué. En regardant à nouveau, il a vu que Xunyu avait quitté le chariot en un instant. Son cœur était maintenant dans la main de Xunyu. Les gens autour ont paniqué, criant et levant leurs épées pour viser. Mais quand ils ont repris leurs esprits, Xunyu se tenait déjà tout près. Il les a critiqués pour être bien trop lents. C'était évident. Avec deux lames dans ses mains commençant à opérer, ils furent tous facilement vaincus. Xunyu a reniflé froidement, disant qu'il ne devrait pas attendre grand-chose de ces gens du super royaume. Pendant le petit déjeuner, Némésis a demandé à Marie comment se venger des super assassins. Marie a demandé à Ray quelles étaient ses faiblesses. Ray a réfléchi puis a énuméré une courte portée de combat et des choses devenant plus difficiles lorsque les compétences de Némésis échouaient. Marie a juste attendu d'entendre cela, ajoutant que sa vitesse et sa robustesse étaient également des problèmes. La seule façon était pour lui d'améliorer sa vitesse et sa forme physique. C'était le seul conseil que Marie pouvait offrir. Ray n'était pas d'accord, disant que ce n'était pas suffisant. Marie ne l'a pas réfuté mais a dit que Ray devait améliorer l'un de ces deux aspects s'il voulait devenir plus fort. Elle a souligné qu'il mourrait s'il sous-estimait la vitesse et le physique. Augmenter les statistiques de force était en effet nécessaire, mais s'il était lent et faible, il échouerait quand même rapidement. C'était une certitude. Clairement, les super assassins avaient une vitesse d'agilité très élevée. Marie a fourni des informations supplémentaires. Si dans le monde réel il était bon en arts martiaux et en peinture, cela se reflèterait ici, c'était une évidence. Ensuite venait la compétence suprême de l'embryon, la compétence la plus puissante nommée d'après l'embryon lui-même. En entendant cela, Ray a pensé à l'embryon de Marie qu'il n'avait pas vu depuis qu'il l'avait rencontré pour la première fois. Némésis était aussi très curieuse. Marie a bégayé, incapable de répondre, inventant un nom, Arche et Sceau. Mais avant qu'elle ne puisse penser à ce qu'il fallait dire ensuite, Rook est heureusement arrivé pour la sauver de cette situation délicate. Entendant Babylone crier de faim, Marie s'est levée avec enthousiasme, offrant de leur payer le petit déjeuner. Après qu'ils aient fini de manger, Marie a sorti une carte d'entrée pour la reine, la plaçant sur la table devant eux. C'était la récompense restante de la mort de Gardrand. C'était un billet pour regarder le match entre le joueur classé 2e, Xunyu et Figaro. Après avoir confirmé le rendez-vous, Rook a demandé à Ray quel était son prochain plan, sa prochaine étape. Ray a répondu qu'il irait à la guilde des aventuriers pour récupérer sa récompense. Rook est resté derrière, murmurant quelque chose à l'oreille de Marie qui l'a grandement alarmé. Elle a regardé Rook avec des yeux choqués, demandant comment c'était possible, c'était incroyable. Du côté de Ray, il avait reçu une récompense de 80 millions de l'heure pour avoir vaincu le gang du labyrinthe de Loi, une somme absolument énorme. Ray a dit que la récompense était un peu excessive, alors il a décidé de trouver Hugo. En quittant la guilde, les deux ont rencontré Shu dans la rue, entouré d'enfants. Comme auparavant, il leur a donné des bonbons pour les faire partir. Les trois étaient sur le point d'aller à un café pour parler quand un écureuil a surgi sur la tête de Shu. Une jeune fille s'est approchée, s'excusant parce que son behemoth avait dérangé tout le monde. Shu était assez amical pour donner à l'écureuil 2 bonbons en guise d'adieu. À l'intérieur de l'établissement, Ray a appris que le but de Shu en venant ici était de regarder la bataille des joueurs super classés, en particulier Figaro. En entendant ce nom, Ray a demandé si les deux se connaissaient, puis a montré son billet à Shu. Shu a ri de surprise. Ils étaient dans la même loge, ils pourraient donc regarder le match ensemble. Shu a honnêtement évalué Ray, disant qu'en regardant son équipement, il devait avoir récemment acquis beaucoup de richesses. Tous les nouveaux joueurs ne pouvaient pas vaincre 2 albums. Shu et Figaro avaient également terminé leur premier album en faisant des travaux de bas niveau. Après avoir discuté un moment, Shu a rapidement dit au revoir pour retrouver son ami sans plus attendre. Grâce à la conversation, Némésis a appris que Shu passait la plupart de son temps à jouer au jeu et a curieusement demandé à Ray quel travail il faisait dans le monde extérieur. Ray a répondu qu'il avait gagné à la loterie, acheté quelques appartements et pris sa retraite pour vivre confortablement des revenus locatifs.
Son parcours était très étendu, d'abord artiste et chanteur, puis il a quitté l'industrie du divertissement pour devenir un combattant, et a également travaillé comme professeur d'université. Pendant qu'il parlait à Ray, le dernier morceau de gâteau de Nemesis a été mangé par Psycho, qui venait tout juste d'arriver. Hugo est monté de l'escalier pour saluer Ray, disant qu'il croyait que c'était par la grâce de Dieu qu'ils avaient eu cette rencontre. Ray se trouvait justement en mesure d'apporter l'argent de la récompense pour le partager équitablement entre eux. En regardant l'argent de la récompense sur la table, Hugo a plaisanté en disant que Ray n'était pas avide. Il semblait que l'argent était divisé sans erreur. En entendant cela, Ray a sérieusement répondu qu'il n'était pas quelqu'un qui mentait à ses amis. Jamais. La remarque désinvolte de Ray a fait figer Hugo pendant plusieurs secondes. Les deux ont parlé de la bataille avec le labyrinthe de goût pendant un certain temps. Voyant qu'il était presque l'heure du match, Ray a dit au revoir à Hugo pour aller à l'arène. Ray a aussi demandé si Hugo viendrait regarder. Hugo a répondu avec hésitation qu'il le ferait probablement. Après une lutte interne, Hugo a rappelé à Ray de se souvenir de ce qu'il avait dit à propos du Westside, c'était important. Psycho s'est avancé, disant que Hugo venait de révéler des informations. N'aimait-il pas ce plan? Hugo a baissé la tête, murmurant qu'il ne se comprenait plus lui-même, mais qu'il voulait toujours exaucer le souhait de cette personne. Flamingo dans l'obscurité a informé quelqu'un au téléphone que le plan avait subi quelques changements, puisque la princesse ne venait pas. La reine des monstres n'agirait pas non plus, mais tous les trois pourraient chronométrer l'intégralité du match avec un taux de réussite de 90%. À l'arène, Ray a vu Shu marcher dehors et a quitté le match pour le trouver. Alors qu'il s'approchait, il a surpris une conversation entre Shu et Figaro à propos de Caldana et du roi des bêtes Drive assis dans les tribunes. Figaro a accepté la mission de surveiller ces gens. Il sentait quelque chose d'étrange dans cette ville. Ces personnes auraient dû être dans le royaume. Personne ne savait s'ils avaient des arrière-pensées. Il était donc préférable de rester vigilant, très vigilant même. Nemesis, voyant Ray ne pas entrer dans la pièce, est venue observer et a demandé ce qui se passait. Elle a ri bruyamment en voyant un ours et un lion assis ensemble à l'intérieur, ayant une conversation à cœur ouvert. Figaro a expliqué qu'il était assez célèbre dans cette ville. Il ne pouvait donc pas sortir sans un déguisement. Nemesis a dit qu'elle avait entendu dire que les deux étaient amis. Et maintenant, ils se déguisaient même ensemble. C'était amusant. Figaro était sur le point de révéler leurs véritables identités quand Shu l'a arrêté. Shu a donné à Ray une bague de télépathie, expliquant que s'ils portaient tous les deux ces bagues, ils pourraient se parler. Il a ensuite renvoyé Ray et Nemesis, disant qu'il avait quelque chose à discuter avec Figaro. La bataille d'aujourd'hui pour Figaro était extrêmement dangereuse. Son adversaire était quelqu'un d'également assorti. Il a dit à Shu de se détendre. Les moments qui faisaient s'enflammer sa vie étaient la raison pour laquelle il jouait au jeu et pourquoi il essayait toujours de gagner avec ce qu'il avait. Ray voulait parier 60 lire sur le frère Flamingo, mais Nemesis debout à côté de lui l'a frappé fort, voulant lui apprendre la valeur de l'argent. Zunio s'est approché, disant honnêtement que tout cet argent serait jeté par les fenêtres. C'était certain. Il s'est plaint que parier 2 fois plus sur Figaro montrait qu'il ne le prenait pas au sérieux. Ray a regardé l'image de Xunyu portant Mihai dans sa main et a murmuré qu'il était bien trop agressif. Ray voulait aider la petite fille Mihai et Xunyu, comprenant que Ray voulait se battre, a accepté le défi. Heureusement, Xu est arrivé à temps pour arrêter cette action. Xunyu a déplacé son attention sur Xu, le trouvant intéressant. Xu a modestement répondu qu'il n'était qu'un passionné de cosplay de passage, rien de plus. Xunyu a agi selon ses pensées, lançant une attaque sur Shu qu'il a bloqué avec une vitesse surhumaine. Il a loué Shu, disant que c'était impressionnant qu'il puisse neutraliser l'attaque malgré le fait de ne pas satisfaire l'exigence de vitesse. Xunyu a commencé à se sentir plus favorablement envers ce pays faible. Si Figaro était faible, il combattrait Shu à la place. Shu a répondu que cela n'arriverait pas. Figaro serait celui qui le combattrait. C'était une certitude. Voyant que Xunyu était sur le point d'emmener Mihai, Ray l'a appelé pour qu'il attende, voulant savoir avec la jeune fille dans ses mains. Ce n'est qu'alors que Xunyu a réalisé qu'il était pris pour un kidnappeur, une erreur regrettable. Il a posé Mihai, disant qu'elle était sa compagne. Xunyu a regardé Ray et a ri bruyamment, réalisant qu'il pensait qu'il l'avait kidnappé, c'est pourquoi il avait agi si grossièrement. Il a murmuré à l'oreille de Ray qu'ils joueraient ensemble un jour, c'était promis. Après son départ, Chu est venu voir Ray, disant qu'il avait failli mourir. Il a taquiné Ray, disant qu'il était encore trop tôt pour qu'il combatte un supérieur. Il a informé Ray que Xunyu était l'un des 4 meilleurs joueurs de l'Empire Wanghe, la terre des ermites. Ray et Xu sont retournés à la loge pour regarder le match. Dès que Marie l'a vu, elle est tombée en panique, parlant de manière incohérente sur la façon dont le matériau des vêtements de Shu lui semblait étrangement familier. Et encore plus excitant, sa voix. Rook, debout à proximité, a observé son comportement et a demandé ce qui se passait. Ray a demandé si Marie avait peur des ours. Marie a soupiré profondément. Suivant les mots de Ray et admettant qu'elle avait peur des ours, il s'est mystérieusement approché d'elle, lui demandant si son nom était Marie et si elle était journaliste. Après avoir entendu la question, Marie s'est détendue et a répondu oui, c'était bien le cas. À ce moment-là, l'hôte a annoncé que le match principal d'aujourd'hui allait officiellement commencer. Quand Figaro est entré dans l'arène, les tribunes ont scandé son nom à l'unisson.
L'hôte, attendant que tout le monde se calme, a continué, disant qu'il savait que c'était le match du siècle. Mais d'abord, il devait passer en revue ce qui était interdit, comme les objets causant des blessures ou la mort. Shu a dit à Rei que Figaro gagnerait certainement si cela était autorisé. Alors que la barrière était établie, Xunyu a déclaré qu'il ne bougerait pas tant que Figaro ne serait pas vaincu. En bas, le public a protesté demandant à quoi il pensait et de descendre rapidement. Alors que le match se déroulait, Xu a expliqué que les organisateurs avaient mal configuré la barrière protectrice, c'était une erreur. La barrière ralentissait les actions à l'intérieur pour que tout le monde puisse suivre plus facilement. Rei a remarqué que Figaro était complètement sur la défensive. Vraiment quelqu'un né pour la vitesse. La caractéristique de Xunyu était ses bras longs et robustes qui pouvaient attaquer les adversaires même à distance. Figaro n'était pas une personne ordinaire non plus. Il pouvait résister aux attaques sans aucune blessure. Rei a demandé si c'était une compétence d'embryon. Shu a expliqué que non, c'était une compétence d'équipement liée à la cape. Une récompense spéciale que Figaro portait toujours. La cape pouvait défendre contre toutes les forces externes. La compétence de refroidissement prendrait alors 10 minutes. Figaro avait utilisé son atout majeur, sa carte maîtresse. Brook a continué disant qu'il devait maintenant juste voir quelles étaient les compétences restantes de Xunyu. Juste au moment où la compétence défensive de Figaro s'est dissipée, il a craché une bouchée de sang rouge. Xunyu tenait un morceau de poumon dans sa main, regrettant de ne pas avoir pu prendre son cœur. Rei s'est demandé pourquoi Figaro n'était pas blessé si la cape de récompense spéciale pouvait éviter les forces externes. Brook a utilisé la compétence suprême de l'embryon pour expliquer cette situation. Sur le sol de l'arène, Figaro a dit que les attaques à ultra longue distance signifiaient que son adversaire s'était préparé à l'avance. Xunyu n'a pas nié cette question, mais il n'a pas non plus continué à bouger. Shu a dit à ceux qui l'entouraient que c'était parce que Xunyu était prudent, très prudent même. Brook a deviné que Figaro n'avait toujours pas révélé son embryon. Xu a réfuté cela, disant qu'il l'utilisait depuis le début du match. Le match sur le sol a continué. Malgré n'avoir qu'un seul poumon restant, Figaro n'a pas rencontré beaucoup de difficultés et semblait contrôler le match mieux que son adversaire. Xunyu a murmuré, ne comprenant pas pourquoi Figaro était plus fort, même plus fort que lorsqu'il utilisait des armes. Rei s'est tourné pour demander à Shu si l'embryon de Figaro le rendait plus fort même si le nombre de lames de scie avait diminué. Les preuves montraient que même s'il n'utilisait aucune lame de scie maintenant, il était toujours plus fort qu'au début. Shu a patiemment écouté tous les arguments de Rei avant de conclure qu'il n'avait qu'à moitié raison. Il a expliqué que les statistiques d'équipement de Figaro doubleraient lorsqu'il aurait le bon nombre de lames de scie. La particularité de son embryon était que ses statistiques augmenteraient d'une certaine quantité pendant la bataille. Cela signifiait que plus il combattait, plus ses statistiques deviendraient fortes, c'est pourquoi les gens l'appelaient la chaîne infinie. Figaro sur scène a converti son arme en une longue épée. Shu a estimé qu'il commençait maintenant à se battre sérieusement. Marie a demandé quel genre d'arme c'était car son système d'identification ne pouvait pas la trouver, c'était étrange. Shu a expliqué que c'était une arme supérieure, la lame du pic céleste du dragon fantôme lumineux. Nemesis a murmuré que c'était complètement à un autre niveau absolument incroyable. Xunyu a également changé son arme pour la lame Yinglong, un type d'arme supérieure. Il allait mettre toutes ses forces dans cette ultime attaque. Les deux se sont jetés l'un sur l'autre. Ce coup fit perdre un bras à Figaro et Xunyu perdit sa puissante arme. Mais Xunyu utilisa une ruse, révélant une autre griffe pour tenter de poignarder la poitrine de Figaro. Tout le monde sombra dans l'inquiétude. Nemesis déclara qu'il avait perdu. Shu répondit calmement que ce n'était pas le cas. Son embryon allait faire effet. La vérité, c'est que son embryon avait la forme d'un cœur et ne pouvait pas se briser. Figaro remercia Xunyu disant qu'il était un excellent adversaire. Et sur ces mots, il porta le coup de grâce. À la fin du match, tout le monde en bas le salua comme un combat vraiment digne d'être vu. Après un long moment, le corps de Figaro conservait toujours sa posture initiale de fin de match. Les gens discutaient, se demandant ce qui s'était passé. Shu maudit quiconque était parti et avait arrêté le temps à l'intérieur de la barrière. Flamingo marchait nonchalamment sur la grande barrière, saluant bruyamment tout le monde d'un bonsoir. L'autre cria demandant qui il était pour oser ternir un événement aussi majeur. Flamingo rit bruyamment, disant qu'il ferait bien sûr savoir à tous qui il était, puis jeta son déguisement de pingouin. En regardant les groupes de personnes dans les gradins qui parlaient entre eux, il était très satisfait, voyant que beaucoup ici le reconnaissaient. L'hôte cria, demandant comment Franklin était arrivé là. Un feu d'artifice s'éleva. Présentant son introduction, Franklin, le créateur de monstres qui ont dévoré le roi et ses amis, un supérieur de l'Imperium Drive, le professeur Giga. Dès qu'il eut fini de parler, les gens dans les gradins l'attaquèrent. Il murmura que Lota était dans cette ville, donc il devait être jugé rapidement. Franklin prit la princesse Elisabeth en otage pour se protéger, avertissant qu'attaquer un membre royal entraînerait l'emprisonnement. Il rit bruyamment, suggérant que tout le monde pourrait jouer à un jeu. Plus tôt, Marie, en chemin pour acheter des billets pour le match, avait rencontré la petite Ellie, acculée par un groupe de malfrats, et l'avait secourue juste à temps.
Après s'être occupé du mauvais groupe, d'autres soldats traitèrent Marie de femme suspecte. La petite fille n'eut d'autre choix que de tirer Marie pour s'échapper. Elle se plaignit de la raison pour laquelle la fille l'avait entraînée là-dedans, mais elle ne pouvait pas refuser d'aider. Après avoir reçu une barbe à papa, la fille fit confiance à Marie et révéla sa véritable identité de deuxième princesse. La fille expliqua qu'elles étaient en route pour Gideon, mais qu'elle n'avait pas le droit de sortir jouer, alors elle s'était faufilée pour explorer. Elisabeth tourbillonna plusieurs fois sur le sol, voulant jouer à sa guise ce jour-là, et demanda timidement si Marie pouvait l'emmener. Marie accepta et donna à la petite fille un nom facile à retenir, Ellie. Maintenant, Franklin utilisait la deuxième princesse comme levier. Personne ne pouvait l'attaquer et il ne pouvait que suivre ses exigences. Soudain, quelqu'un en bas perdit patience et l'attaqua. Indifférent à Elisabeth inconsciente dans ses bras, en colère, il utilisa de la bave d'oxygène pour transformer cette personne en monstre liquide. Franklin dit que cette personne l'avait juste distrait et maintenant il pouvait revenir à l'histoire. Il pressa un appareil dans sa main et des monstres liquides apparurent dans les gradins. Dans une heure, il n'aurait plus besoin d'appuyer sur le bouton. Ces monstres apparaîtraient d'eux-mêmes et ces choses avaient été répandues dans toute la ville. Franklin présenta deux façons d'éviter cette tragédie, détruire l'appareil ou le condamner à mort. Il appela bruyamment les maîtres de la ville, déclarant le jeu officiellement commencé. Alors que tout le monde était encore en panique, Rook avait déjà déterminé que c'était exactement un piège. D'abord, il donna à tous les données pour le vaincre. Mais ensuite, il vaincrait tout le monde. Le bruit à l'extérieur de la salle attira les gens qui vinrent voir. Ray remarqua que Marie avait disparu avant cela. La barrière entourant la reine empêchait quiconque de s'échapper. Franklin annonça que chaque coup de poing qu'il donnerait libérerait un monstre dans la ville. Et si la barrière était détruite, tous les monstres seraient libérés immédiatement. Rook intervint, disant que la situation était désastreuse. Dans cette situation, tous les maîtres du royaume échoueraient. Il devina que Franklin pourrait cibler les maîtres, mais il y avait clairement des tians ici aussi. Némésis ajouta que le royaume était sur le point de se rendre lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. Sur une monture, Elisabeth se réveilla et demanda à Franklin pourquoi il voulait attaquer Gideon. Franklin répondit que c'était juste un jeu pour marquer la fin de toute la guerre. Il dit à voix haute que cela deviendrait chaotique si les joueurs super classés de ce pays participaient tous à la prochaine bataille. C'était aussi pourquoi il était là pour détruire leurs esprits. Franklin regarda le vaste ciel, criant que les maîtres peu fiables de cette terre seraient incapables de faire quoi que ce soit lorsque la ville serait détruite et la princesse kidnappée. À partir de là, les chiens perdraient aussi tout espoir en ses maîtres. Elisabeth, sans aucune inquiétude, demanda pourquoi il pensait ainsi. Elle trouvait personnellement les maîtres de ce royaume très fiables. Dans l'arène, Némésis demanda à l'ours quelle était la force des forces du royaume en dehors de l'arène. Shu expliqua que les maîtres en formation viendraient ici pour regarder les matchs. Donc les maîtres restant en dehors de l'arène ne seraient pas très forts. Ray intervint disant qu'il pourrait encore y avoir de puissants maîtres qui n'étaient pas venus voir le match. Shu continua disant que Franklin pourrait avoir des mesures contre les plus forts. Il montra du doigt, à l'extérieur du portail, une longue file de personnes au visage hostile tenant des armes, devinant qu'ils devaient être les gens de Franklin. Ray murmura que tout le monde était tombé dans un piège, si seulement il n'y avait pas de barrière. Tandis qu'il parlait, il s'approcha pour poser sa main sur la barrière, découvrant de manière inattendue que sa main pouvait la traverser. Ray se retourna pour regarder tout le monde avec surprise. Une personne proche, voyant cela, demanda à Ray s'il avait des compétences liées aux barrières. Shu demanda seulement à Ray à quel niveau il se trouvait actuellement. En entendant le nombre 41, Shu rit bruyamment, disant qu'il comprenait que c'était une barrière d'arène, donc Ray pouvait sortir. Cette barrière était utilisée pour empêcher les gens d'entrer et de sortir, mais elle n'affecterait personne de niveau 50 ou moins. Un autre maître, apprenant cette information, appela bruyamment les maîtres de niveau inférieur à 50 à se préparer rapidement au combat, tandis que les maîtres de niveau supérieur à 50 avec des professions de soutien devraient renforcer les recrues et équiper des compétences de guérison. Shu conseilla prudemment à Ray que cela pourrait être une faille et aussi un piège. Après tout, Franklin, la personne à laquelle il faisait face, était un supérieur, donc Ray pourrait mourir. Il voulait savoir si Ray était prêt. Ray répondit qu'avec une situation impliquant une petite fille kidnappée et la ville tombant dans le chaos, avec son humeur inconfortable, comment pourrait-il l'ignorer? Shu avait anticipé que Ray répondrait ainsi et lui donna ses objets restants, lui disant d'essayer de survivre. Le groupe qui se tenait à l'extérieur avait été arrangé par Franklin pour attendre que les recrues sortent et les tuent toutes. La première personne qu'ils rencontrèrent fut Ray, qui les salua avec un écran de fumée toxique. Au moment où ils retrouvaient leur esprit combatif, Brooks Marilyn arriva et dévora plus de la moitié du groupe. Au-dessus, un oiseau de roche laissa tomber du feu, faisant perdre leur direction au groupe. Franklin regarda la carte dans sa main, murmurant que tout se passait comme il l'avait pensé.
À l'intérieur, des points verts et rouges indiquaient les effectifs des troupes des deux côtés. Elisabeth demanda curieusement ce qu'il regardait. Il n'hésita pas à montrer à la petite fille. Il expliqua même patiemment que les points rouges étaient ses gens et les points bleus étaient le royaume. Il admit que le royaume avait l'avantage avec plus de monde et quelques individus forts. Juste à ce moment, un cri à l'aide parvint à Franklin via la carte. La petite fille réalisa que grâce à cette carte, tous deux pouvaient éviter les endroits avec des maîtres. Franklin rit, disant « Vous voyez, c'est moi le faible ». Dès qu'il eut fini de parler, il fut tiré par un crochet métallique autour du cou, crachant du sang en tombant. Elisabeth fut également emmenée. Ray en bas mena Rook en courant vers l'ouest. Rook suivait derrière, ne comprenant pas pourquoi il avait choisi cette direction. Ray expliqua que c'était parce qu'il se souvenait du rappel de Hugo concernant la porte ouest. Il devina qu'il devait y avoir quelque chose d'important là-bas. Après que Marie eut récupéré la princesse, la petite fille courut vers la reine. Sur le chemin du retour, Elisabeth lui avait rendu la carte, expliquant son principe de fonctionnement. Au moment où elles allaient atteindre la reine, Elisabeth sur son dos fut de nouveau capturée par Franklin. Il dit qu'elle avait vraiment gagné, super assassin. Sans le monstre transformateur, la blessure l'aurait tuée. Marie répondit qu'elle voulait qu'il goûte au châtiment de la mort. Au moins ça. Franklin rit bruyamment, faisant venir Velgourbel, le roi de la musique, pour résoudre cette horreur. Un groupe de monstres fredonnant des instruments de musique fut invoqué. Finalement, Franklin avait amené ses gens juste pour gérer des cas exceptionnels comme elle. Marie rencontra quelqu'un de familier, un enfant qui tenait autrefois des instruments de musique et dansait. Elle avait pensé que ce n'était qu'un enfant. Mais aujourd'hui, devant elle se tenait un ennemi. Elle visa son arme sur l'adversaire. Maintenant qu'il était dans sa ligne de mire, il ne pouvait que mourir rapidement. Velderbel demanda pourquoi elle était si pressée, qu'il interprète un requiem avant qu'elle ne meure. De l'autre côté, un grand nombre de recrues s'échappant de l'arène avaient été éliminés par Hugo. Hugo admit que les maîtres de Gideon étaient vraiment forts, bien plus forts que lui. Lui, un guerrier vétéran avec de l'expérience dans le combat humain, ne se laisserait pas vaincre. Marie était en colère car elle avait tiré plusieurs coups sur son adversaire mais n'avait pu en toucher aucun. Velderbel utilisa des attaques sonores pour tout détruire, l'empêchant de se cacher pour attaquer. Marie ne voulait pas l'admettre, mais elle avait rencontré quelque chose de formidable. Elle cessa de résister et loua sa performance comme magnifique, demandant si c'était la compétence du roi de la musique. Marie montra de la curiosité, demandant pourquoi il avait rejoint l'association de fabrication de robots. Velderbel répondit fermement que c'était parce que Franklin pouvait devenir un héros. Il voulait être témoin du moment où un héros s'élèverait. Après avoir répondu à la question, Velderbel ajusta les robots, jouant des instruments autour de lui sur une partition différente. Les humains ne pouvaient pas s'adapter au son de basse fréquence, ce qui fit cracher du sang à Marie avec douleur. Elle fut alors prise dans un autre vortex contrôlé par le son de Velderbel. Face au danger, elle se souvint du personnage de Marie dans la bande dessinée qu'elle dessinait. Parce qu'elle ne pouvait plus trouver l'inspiration pour devenir Marie, elle s'était tournée vers le jeu, espérant qu'en jouant Marie, elle revivrait. Actuellement, elle ne pouvait toujours pas continuer à dessiner l'histoire, mais elle pouvait sentir Marie vivre dans ce monde. Cette seule raison lui suffisait pour tenter d'exister dans ce monde. Marie éclata de puissance de manière inattendue, attaquant Velderbel à plusieurs reprises par derrière, le laissant incapable de résister. Marie possédait une compétence suprême, la technique de furtivité, qui pouvait la rendre complètement invisible. La capacité d'invisibilité était extrêmement puissante, mais elle consommait aussi beaucoup de mana, elle devait donc en finir rapidement avec lui. Entendant sa déclaration, Velderbel contrôla les robots pour continuer à créer du son, disant qu'il ne voulait pas que cela se termine ici. Cette nuit pourrait être un tournant majeur pour le royaume, mais Marie ne lui donna pas cette opportunité. Au moment où son coup de feu fut tiré, confrontant le son de basse fréquence, il créa une explosion massive qui brûla tous les robots. Marie regarda Velderbel, seule, déclarant que c'était fini, elle était la gagnante. Il se demanda pourquoi tous ceux qui entendirent cette musique mouraient alors qu'elle n'était pas affectée. Marie s'excusa, l'informant que ni elle ni le petit embryon à côté d'elle ne pouvaient rien entendre, bien qu'elle ait voulu écouter pour voir ce que c'était. Ce n'était pas le moment. L'explosion qui venait de se produire avait soufflé l'air ambiant, donc le son ne pouvait pas passer. Et à ce moment, adieu à Velderbel. Franklin, observant la carte, apprit que Velderbel avait été éliminé. C'était une personne très puissante, alors Franklin devina que Marie n'avait actuellement plus de force pour le tuer. Il pria silencieusement de ne rencontrer personne d'autre comme elle, mais devait toujours se méfier des quelques maîtres restants, comme Ray. Franklin regretta qu'avant, il aurait dû lui donner une fiole de poison au lieu de la médecine pour oreille de chien. Il trouva Hugo regardant les maîtres qui avaient été transformés en glace et le loua d'être formidable.
Mais il voulait changer le plan pour faire venir Ray ici. La simple raison était qu'il voulait se battre avec lui. Franklin ne passa qu'une seule porte avant de voir un spectacle merveilleux. Les gens du royaume s'étaient alignés en une longue file attendant les ordres de bataille. Grandria menait la formation avec deux autres commandants, demandant s'il était Franklin, car elle était venue chercher la princesse Elizabeth. Voyant tout le monde préparer des armes, il demanda s'ils osaient vraiment attaquer. Grandria lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils étaient tous des forces royales qui avaient établi une magie qui ne pouvait pas nuire à la royauté. Franklin ne s'attendait pas à ce qu'elle lance une attaque en parlant. Heureusement, il avait un charme protecteur, sinon il aurait perdu la vie. C'était un autre super assassin. Franklin murmura que quelqu'un allait devoir saigner aujourd'hui. Du côté de Hugo, les choses n'allaient pas bien. Il était continuellement hanté par des souvenirs du passé. Psycho demanda avec inquiétude s'il était mal à l'aise. Il pouvait arrêter ça. Hugo refusa, disant que cette voie avait les moindres conséquences à long terme. S'il pouvait faire capituler le royaume, il pourrait éviter une guerre insensée. Ray arriva au point de rencontre, demandant à Hugo où était Franklin maintenant. Hugo répondit qu'il était juste derrière le portail, combattant avec l'armée royale. Hugo empêcha Ray de passer, mais pas Rook, car le chef voulait seulement combattre Ray seul. Rook, voyant l'inquiétude de Ray, lui dit de passer en premier et de lui laisser le reste. Rook savait que Ray hésitait parce que Hugo avait été son compagnon de combat la veille. Mais Rook voulait dire à Ray que s'il n'y allait pas, il le regretterait. Ray décida de courir de l'autre côté du portail mais fut arrêté par Hugo, qui s'excusa et demanda s'il pouvait le combattre. Ray ne s'arrêta pas. Il utilisa Vengeance's Mind pour trancher le bras robotique de Hugo, puis se précipita en avant. Hugo était blessé mais murmura qu'il l'avait utilisé. Il se plaignit de l'utilisation de la contre-absorption, ne sachant pas à quoi cela servait alors qu'il était sur le point d'affronter l'autre côté. Réalisant ce qui l'avait inquiété, Hugo secoua la tête disant « Était-ce vraiment ça? Je ne suis pas quelqu'un qui s'inquiète excessivement pour les autres. » Pendant que Hugo réfléchissait encore, Rook avait déjà ordonné à Marilyn de l'attaquer par derrière, s'excusant mais disant que c'était lui qui avait exposé une faiblesse. Hugo endura la douleur, maudissant Rook d'être un lâche. Rook rétorqua que ce n'était pas juste car il avait promis à Ray qu'il réglerait les choses ici. Donc, quoi que fasse Hugo, il s'en moquerait. Hugo estima que Rook était l'ami de Ray mais ne lui ressemblait pas du tout. Rook ne le nia pas. Il admit qu'il n'était pas aussi bon, c'est pourquoi il admirait Ray. De plus, Hugo avait rendu Rook plus haineux. Babylone cria de surprise que c'était la première fois qu'il haïssait quelqu'un. Rook trouva Hugo trop dégoûtant. C'était une personne indécise et haineuse comme quelqu'un d'autre. Hugo répondit qu'il ne comprenait pas ce que Rook disait, mais de toute façon, qu'il se prépare à être gelé comme les autres avant lui, il ne le laisserait pas passer le portail. Rook refusa de céder, disant qu'il le vaincrait avec tout ce qu'il pouvait surmonter en tant qu'ami de Ray. De l'autre côté du portail, Grandria et le leader Lindos avaient des difficultés avec un monstre à plusieurs yeux qui pouvait attaquer de toutes les directions à longue portée. L'attaque coordonnée des deux n'eut aucun effet et fut contre-attaquée par le monstre. Franklin dit que s'ils n'étaient pas des paladins capables d'activer des épées sacrées, alors être faibles était juste. À côté de lui, une grande source de feu se précipita vers le monstre. Franklin murmura que la personne qui l'attendait était arrivée. Ray pointa son épée sur Franklin, déclarant qu'il paierait pour ce qu'il avait fait. Rook utilisa sa capacité de lecture de l'esprit pour prédire les actions de Hugo pendant le combat. Il murmura qu'il avancerait le pied gauche et balancerait la lame de sa main gauche. Rook esquiva doucement et ordonna à Marilyn d'attaquer. Hugo se sentit extrêmement mal à l'aise d'être correctement prédit dans chaque action. Si cela continuait, il serait épuisé. En même temps, Rook réfléchissait à la capacité de congélation de Hugo. La portée de chaque gel était la même, mais le timing était différent. Rook avait pu calculer qu'après la première fois, ce serait 39 secondes. La troisième fois apparut à 130 secondes, et le plus grand commun diviseur était 13. Rook pensa que ce nombre 13 devait avoir une signification spéciale. Rook murmura qu'il devait se concentrer un instant pour réfléchir et laisser Marilyn gérer tout. Finalement, il réalisa qu'il y avait 3 façons de geler. L'une était le gel basé sur le temps, comme cela lui était arrivé à lui et à Audrey. L'oiseau de roche, tout juste invoqué, était déjà à moitié gelé. Rook observa le deuxième type, les maîtres complètement gelés, et le type final comme Marilyn qui devait endurer sans être solidifié. Il pensa qu'il devait y avoir une règle pour ces gels. Rook resta immobile, 2 secondes de plus avant d'être frappé par une attaque inévitable. Il essaya d'approcher sous un angle différent. Rook réalisa que le nom de l'embryon de Hugo et sa compétence n'étaient pas les mêmes. Cocytus était l'enfer glacé des traîtres dans la Divine Comédie de Dante, où Satan était gelé, rongeant éternellement les traîtres. Rook se demanda s'il y avait d'autres zones affectées par son nom. Rook se laissa frapper par l'adversaire, s'écrasant violemment contre le mur dans un nuage de fumée. Babylone appela frénétiquement son nom. Psycho dit que c'était fini, mais Hugo répondit « Pas encore ».
il émergea de nouveau des ruines, déclarant que ce serait là qu'il le vaincrait. Hugo lui rappela que la porte de Hunter continuait d'éroder son bras. Rook admit que c'était vrai. Peut-être que sa compétence l'avait attaqué avec succès. Quoi qu'il en soit, il avait personnellement éliminé plusieurs personnes dans la bataille contre l'assassin. À présent, Rook pouvait clairement voir que la porte de Hunter était une compétence basée sur le nombre de victimes de la même espèce. Parce que Rook avait éliminé 7 personnes, l'indice de congélation serait de 7% à chaque fois et toutes les 13 minutes, le degré de congélation augmenterait de 7% supplémentaire. L'enfer glacé gelait les traîtres qui avaient tué les leurs. Hugo loua Rook pour sa très bonne déduction, mais peut-être que c'était juste les bonnes conditions. Rook sourit, répondant qu'en l'entendant dire cela, il se sentait encore plus dans le vrai. C'était aussi pourquoi il haïssait Hugo. Il détestait les gens qui affichaient le doute et la tromperie à l'extérieur. Rook affirma que Hugo, comme Ray, voyait ce monde comme similaire au monde réel, pas seulement un jeu. Cependant, les actions de Hugo causaient en effet de l'inconfort aux autres. Rook exposa la participation de Hugo au jeu de Franklin comme un complice causant cette tragédie, puis s'abandonnant et se trompant lui-même. Rook souligna à quel point il était répréhensible qu'une personne aussi indécise que lui retiendrait, à quel point il était répréhensible qu'il souffre pour ses péchés, même s'il s'y complaisait encore. Rook continua sans s'arrêter, parlant de complaisance. Il était trop profondément immergé dans son rôle, vraiment répréhensible. Hugo était assis à l'intérieur du robot, tout son corps tremblant, son esprit rempli des mots méprisants de Rook. Perdant toute raison, il balança une puissante lame sur lui. Alors que la fumée de l'attaque se dissipait, Rook se tenait toujours là sous la forme d'un humain démon dragon. L'embryon et lui ne faisaient qu'un. Hugo demanda s'il pouvait faire cela sans préparation. La vérité était que Rook s'était préparé tôt. Maintenant, les deux ne pouvaient avoir qu'une bataille directe où Hugo ne pouvait plus utiliser son coup ultime de congélation. De l'autre côté du portail, Franklin a appelé tout le monde à regarder ce qui se reflétait dans les yeux du monstre, c'était Gideon. Ses paroles étaient pleines de menaces. Ce qu'il avait fait aujourd'hui, c'était d'abord d'éteindre l'esprit et la volonté de ce pays. Deuxièmement, il voulait que celui qui l'avait suivi jusqu'ici soit humilié devant tous. Ray a saisi la situation, il ne pouvait pas utiliser la brume toxique, l'ayant déjà employée à la porte ouest. Il prévoyait de nouveau de combattre normalement, puis d'utiliser la vengeance. Franklin fit une nouvelle annonce. Dans sa main, l'appareil pour libérer tous les monstres de la ville, programmé pour juin. Après avoir parlé, il jeta l'interrupteur dans la gueule du monstre. La seule façon d'empêcher cela était de vaincre ce RSK. Grandrea s'écria, furieuse que ce type était vraiment fou. Le monstre recevant l'ordre attaqua immédiatement les trois. Ray prévoyait d'accumuler assez de dégâts puis d'utiliser la vengeance, mais il ressentait toujours un profond malaise. Némésis dit à Ray que les dégâts totaux s'accumulaient toujours du monstre, mais elle sentait qu'il se dispersait. Ray voulut confirmer s'il y avait un problème. Il dut donc risquer d'affronter et de combattre le RSK. Le résultat ne fut pas inattendu. L'attaque ne put causer aucun dégât au monstre. Franklin rit bruyamment, répétant la question de Ray. Pourquoi la vengeance était-elle la compétence suprême infligeable à toutes les cibles? Il mentionna la potion d'oreille d'animaux que Ray avait bu, entrée dans son corps 24 heures avant la transformation. Pendant qu'elle était dans le corps de Ray, elle lui transmit continuellement toutes les informations et données. Par conséquent, il n'y avait aucune information sur Ray que Franklin ignorait. Ray rit, demandant si un supérieur comme lui devait aller si loin pour le vaincre. Franklin, au contraire, répondit sérieusement « Tu vois, le plan a déjà été brisé une fois par toi ?» Parce que Ray avait perturbé son plan d'assassinat de Milja, il avait dû élaborer plusieurs plans pour le gérer. Franklin se plaignit que si Ray n'avait pas été là, l'ours n'aurait pas été présent et 50 demi-vers auraient certainement achevé les deux sœurs Milja. Ray comprit tout et dit qu'il lui donnerait une bonne raclée bien méritée, car en voyant un enfant en danger, il avait juré de frapper le cerveau de tout cela. Grâce à plusieurs attaques du monstre, Ray avait confirmé un nom à l'intérieur. Franklin le félicita disant que c'était bien, mais même s'il le réalisait, il ne pourrait rien faire. Ray répondit que même s'il n'y avait qu'une chance de victoire de 1%, il n'abandonnerait pas. Franklin rit bruyamment, disant que ça sonnait bien, mais que pouvait-il faire avec les 270 dernières secondes? Némésis avait un moyen de renverser la situation. La Slim ne fonctionnait que 24 heures, ce qui signifiait que Franklin n'en savait rien. Il pouvait donc la combiner avec un pari pour gagner. Bien qu'il y ait un risque assez élevé, le pire résultat était déjà la défaite. Dans ce plan, il demanda l'aide de Grandrea et Lindos pour maintenir le RSK fermement. Franklin était complètement passif face au plan de Ray. Il transformait la peur de plus de 10 000 personnes du royaume, utilisant des tonnes de mana compressées en un gigantesque flux, puis les libérant toutes en même temps. Ignorant l'étonnement dans les yeux de Franklin, il cria que ça ne marcherait pas.
Aucune des compétences de Rey ne fonctionnerait. Rey sourit, disant que s'il pouvait vraiment tout neutraliser, il ne lui aurait pas dit dès le début, car il n'était pas un idiot. Rey dit à Franklin de regarder attentivement et la seconde suivante, tout Arasgate explosa. Après cette attaque, Rey tomba également inconscient. Grandria courut, inquiète, pour le vérifier. Le chef Lindos ordonna à ceux qui avaient encore du mana de l'aider et d'emporter les autres blessés. Grandria dit qu'elle pouvait soigner les blessures de Rey, mais le bras carbonisé était irrécupérable. Nemesis dit à Grandria de juste maintenir sa vie. Il ne voudrait pas battre en retraite à ce moment. Franklin félicita le royaume, disant qu'ils avaient 251 secondes de retard sur l'heure de libération des monstres. Il utilisa un contrôleur de secours, le pressant continuellement pour invoquer des monstres. Avant que les monstres de la ville n'apparaissent, il continua d'invoquer des DGP et des coups pour bloquer tout le monde. Franklin dit que RSK était le monstre le plus faible qu'il ait créé. Les deux qu'il venait d'invoquer avaient une puissance de combat légendaire. Initialement, il avait envoyé RSK pour tester la force de Rey, ne s'attendant pas à être vaincu par lui une seconde fois. Par conséquent, cette fois, il rembourserait toute cette humiliation. Cependant, il n'avait pas non plus l'intention de laisser le plan de ce soir échouer. Il regarda au loin pour voir l'étendue des ravages des monstres, paisibles dans l'obscurité. Franklin ne savait pas où son plan avait mal tourné, à moins qu'un super assassin ne soit apparu. Dans un autre coin, Marie avait rassemblé tous les monstres. Elle sourit fièrement de sa capacité à se cacher. Franklin ne pouvait rien dissimuler. Du côté d'Hugo, il observa silencieusement les événements se dérouler et baissa la tête disant que c'était fini. Rook réfuta disant que ce n'était pas encore fini. Franklin ne laisserait pas tout se terminer si facilement. Entendant Hugo dire que Franklin avait promis de minimiser les dégâts à Tian, il ne put que rire et le gronder d'être trop aveugle. Bien que Rook n'ait jamais parlé directement avec lui, il pouvait affirmer que ses suppositions étaient correctes. Pour être précis, c'était parce qu'il ne savait rien de Franklin, jugeant juste par ce qu'il avait fait. Il devait avoir quelque chose de plus terrifiant. Rook souligna que n'importe qui penserait cela, sauf Hugo. S'il faisait autant confiance à Franklin, Rook ferait une prédiction. Cette personne était sur le point d'annoncer quelque chose de terrifiant. Comme Rook l'avait prédit, Franklin annonça qu'il passerait au plan C, détruisant complètement Gideon avec 56 826 monstres Yuna. Franklin rit bruyamment, disant que s'il s'était rendu plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Il claqua des doigts pour révéler son embryon supérieur, un type de forteresse bête végétale. S'ouvrant avec 5000 bêtes, le chef Lindos leur ordonna de capturer Franklin avant qu'il ne soit trop tard. Il rit bruyamment en réponse, disant que c'était inutile. Même s'il mourait, les monstres sortiraient toujours de la forteresse jusqu'à ce que le nombre soit atteint. Nemesis fronça les sourcils, disant qu'il n'y avait pas assez de force ici. Rey, ayant été suffisamment soigné pour reprendre conscience, monta immédiatement à cheval et continua de charger avec Nemesis. Ils commencèrent très bien, Rey seul géra un grand nombre de monstres, mais en raison de la quantité écrasante, il fit une erreur. Au moment critique, Marie se transforma en esprit pour l'aider. En entendant sa demande, Rey remercia immédiatement Marie, disant que peu importe comment elle se transformait, il pouvait toujours la reconnaître. Il demanda si Marie était vraiment une super assassin. Elle répondit qu'il devait d'abord s'occuper des monstres. Franklin compta, disant qu'actuellement il y avait 2 maîtres insensés combattant 5000 monstres. Rook arriva juste à temps pour répondre, qui a dit seulement 2 personnes. Derrière lui, il menait une longue file d'autres maîtres. Après avoir salué Rey, il se tourna pour saluer la dame fuligineuse. Marie demanda avec colère qui il appelait fuligineuse. Franklin regarda un groupe de recrues. Hugo aurait clairement pu les contrôler, il n'y avait qu'une seule possibilité. Il les avait laissés partir, il gloussa en acceptant. Après tout, c'était lui qui avait trahi en premier. Dans l'arène, Shu traversa la barrière, s'approcha de Figueroa et lui dit de gérer les choses ici, arrêtant immédiatement ce que les deux sous les gradins voulaient faire. Shu irait se connecter avec la capacité que le jeune Rey avait obtenue. Franklin regarda la scène de ces monstres se faisant tuer, semblant très mal à l'aise. Il passa à un autre plan, dirigeant le monstre roi dragon vers Rey. Rey regarda le monstre avec son corps gigantesque et sa force énorme, murmurant à Nemesis qu'il pourrait mourir dans cette bataille. Mais il ne laisserait pas cette mort être vaine. La deuxième chose pour laquelle il avait besoin de l'aide de Nemesis était que lorsqu'il attaquait, le compteur de dégâts pouvait le renvoyer. À cause de ce plan, lorsqu'attaqué par le roi dragon, Rey n'esquiva pas. Tout le royaume regarda ce moment avec horreur. Shu arriva juste à temps pour briser l'encerclement, aidant Rey. Il le gronda disant que s'il voulait mourir comme ça, il devrait trouver un endroit plus frais. Shu lui enseigna que le compteur de dégâts devait être utilisé quand il savait qu'il pouvait le vaincre et survivre. Avec sa décision actuelle, qu'il gagne ou perde, Rey mourrait. Pendant que Shu parlait, il démontra en tuant le roi dragon pour que Rey le voie. Après cela, il tapota la tête de Rey.
disant qu'il avait essayé plus fort que prévu et avait eu de la chance de garder sa vie. Il avait tenu sa promesse de venir. Shu mit l'anneau de télépathie, annonçant que le plan de Franklin ce soir avait fait une erreur. L'erreur était de choisir de l'affronter, lui et Ray. Ensuite viendrait l'élimination de tous ces monstres. Après cette annonce, Shu affronta seul tous les monstres émergents de la forteresse aussi facilement qu'en jouant à pierre-feuille-ciseaux. Franklin se demanda comment il pouvait faire cela, à moins qu'il n'ait des arts martiaux améliorés de la vie réelle. Zunyu, debout dans l'arène, demanda curieusement à Figaro comment cet ours pouvait faire ça. Figaro répondit qu'il était passionné d'arts martiaux chaque jour. Mais ce qui intéressait le plus Zunyu à présent était quand l'autre activerait les deux personnes assises sous les gradins afin qu'il puisse les achever avec sa compétence suprême. Même à ce moment, Franklin sous-estimait toujours la force de Shu, pensant que la puissance individuelle ne pouvait égaler le grand nombre de monstres avançant dans Gideon de toutes les directions. Cependant, Shu avait une longueur d'avance, sortant un canon de cuirassé à destruction de zones étendues. Tous les monstres qui sortaient furent tués. Franklin comprit qu'il n'avait plus aucun moyen de gagner. Il sortit un autre contrôleur, voulant effacer la victoire de tous et son propre échec. Le bouton du contrôleur fut de nouveau activé par Franklin. Dans l'arène, comme si elle explosait de scènes de Shu combattant des monstres, les gens en bas acclamaient « Incroyable maître ». Un étranger assis dans les gradins, regardant la bataille à travers l'écran, murmura à propos de l'expansion de la portée de la magie, de l'amplification du pouvoir magique, de la dissimulation de la magie et enfin de la transmission d'un peu de mana dans chaque compétence d'amplification magique, pensa-t-il, puis transféra 50 000 entiers dans chaque compétence. Un vieil homme à côté de lui demanda avec inquiétude si quelque chose n'allait pas chez lui. Pourquoi il continuait de baisser la tête? Il sourit en réponse, disant que c'était juste un insecte sous son pied qui lui irritait les yeux. Aujourd'hui, trop de choses se sont passées en dehors du plan de Franklin, surtout le style de combat du roi de la destruction Shu le fit se demander s'il jouait loyalement. Franklin calcula que le nombre de balles qu'il avait utilisées devait être de plus de 3000 milles de lure. Il avait toujours une question, pourquoi Shu n'avait-il pas tiré sur Pandemonium? Il était sûr que si Shu l'avait voulu, il aurait pu le faire avant de libérer tous les monstres. Peut-être exécutait-il un autre plan. Ray, ayant été soutenu par Shu dans le combat contre les monstres en bas, s'approcha seul de Franklin. Il y avait encore des choses qu'il voulait régler avec lui. Franklin regarda Ray un peu mal à l'aise, son frère et sa sœur étaient des supérieurs et le frère possédait un puissant embryon. Comment cela pouvait-il arriver? Il demanda pourquoi Ray avait cherché l'aide de son frère à tout prix pour s'approcher de lui. Entendant que Ray avait 3 raisons, Franklin se plaignit que c'était trop, mais la première raison devait être liée à la princesse Elizabeth. Ray demanda simplement à Franklin ce que Tions signifiait pour lui. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait de savoir si Infinite Dendrogram était un monde réel ou juste un jeu. Il rit soudainement bruyamment, disant « C'est exact, cela pourrait-il n'être qu'un jeu? Au-delà des aspects du système, tout dépassait le cadre des jeux virtuels. Il dit honnêtement que sans un système soulignant constamment que c'était un jeu virtuel, même lui ne pouvait le déterminer. À son avis, c'était un plan de construction de monde virtuel à l'échelle mondiale, et les personnes présentes à ce stade étaient les sujets de test, mais il n'était pas très probable que la technologie avancée soit allée trop loin. Franklin dit à Ray qu'il pourrait y avoir un monde existant comme il le pensait, ou peut-être des extraterrestres. Ray demanda ce qu'il pensait des gens de ce monde. Franklin répondit qu'ils étaient des yeux si sophistiqués qu'ils ne pouvaient être distingués des humains ou des gens d'autres mondes, ou peut-être des cycles de vie équivalents aux 2 précédents. Franklin continua de dire à Ray que même si cet endroit existait sur Terre, il exécuterait quand même le plan d'aujourd'hui. Il demanda à Ray en retour si c'était la vraie question qu'il voulait poser. Ray cria avec colère demandant comment il pouvait faire une telle chose. Il répondit simplement que c'était parce qu'il ne voulait pas que quiconque bloque son mode de vie. Il ne voulait plus continuer cette conversation et demanda à Ray quelle était la 3e raison. Juste au moment où Ray allait poser la 3e question, la forteresse fut attaquée. Franklin, également à court de patience pour répondre, dit qu'il avait toujours la princesse Elizabeth. Par réflexe naturel, il regarda à côté de lui. La princesse avait disparu sans qu'il ne le remarque. Il réalisa que Ray n'était qu'un appât. Tous les plans s'étaient effondrés, et il souhaitait qu'il y ait un moyen de s'échapper. Franklin vit Ray portant son épée sans peur chargée vers lui. Il sourit, devinant que la 3e raison était de le vaincre. Franklin baissa la tête, admettant qu'il avait perdu aujourd'hui, mais qu'il y aurait un jour où il reviendrait. Tous deux furent choqués, ouvrant grand les yeux pour voir Hugo apparaître. Hugo déclara qu'il utiliserait tous les moyens pour protéger Franklin. La bataille entre Ray et Hugo commença officiellement. Tous deux avaient quelque chose à protéger, mettant de côté leur amitié nouvellement formée. Franklin resta immobile, regardant la bataille se dérouler. Voyant Hugo tué par les propres mains de Ray, il se releva des ruines. Se dirigeant vers Franklin, c'était maintenant le moment de résoudre la 3e raison.
Le plan de Franklin s'effondra complètement lorsqu'il fut désespérément tué par Ray. Et ainsi le jeu de Franklin se termina par une glorieuse victoire pour le royaume. Les trois, Shu, Figaro et Zunyu, ouvrirent secrètement une fête ensemble après une bataille épuisante. Figaro fut très impressionné par l'action de dernière minute de Zunyu, qui avait écrasé la figurine sous terre avant que Franklin ne puisse exécuter son plan. Zunyu dit que le monstre qu'il avait tué n'avait pas bougé du tout. Après l'avoir tué, il avait utilisé une compétence pour vérifier le terrain environnant et avait trouvé quelque chose. Shu serra le morceau de terre qu'il avait reçu. C'était un type de sol retenant la magie. Rien ne pouvait bouger s'il était entouré de cela. Shu continua en disant qu'il devinait que la reine des bêtes, la fille portant l'écureuil bébé, avait un plan complètement différent de Franklin. Pendant ce temps, le dieu de la terre étranger était venu parce qu'il savait que Franklin lancerait une attaque terroriste. Il expliqua en outre que la reine des bêtes était l'une des plus fortes de l'Ouest. Si elle avait collaboré avec Franklin, le plan aurait été organisé autour d'elle. Inversement, le dieu de la terre avait entravé une partie du plan de Franklin. Il devina que c'était pourquoi il était venu à l'arène. Xunyu était extrêmement curieux de cette personne la plus forte et de l'utilisateur de magie le plus puissant. Figaro informa Xunyu que Shu avait déjà combattu le dieu de la terre, ce qui avait abouti à un match nul. Shu murmura que s'il était venu ici, il devait être arrivé 1 heure plus tôt. La vérité était qu'actuellement, parce que le plan prenait trop de temps, il était monté dans sa voiture pour rentrer et regrettait de ne pas avoir combattu Shu. Après cet événement, Franklin expulsa également Hugo de l'association. Il était trop habitué à être abandonné par les autres, mais cette décision était censée être bonne pour Hugo. Il lui conseilla de voyager dehors, d'être beaucoup en contact avec la nature. Quand il aurait assez voyagé, chaque fois qu'il voudrait revenir, il l'accueillerait. Après le départ d'Hugo, Franklin révéla sa pensée que le garder à ses côtés ne lui permettrait pas de faire de mauvaises choses. Maintenant, de l'enfer, il reprendrait la victoire à ceux qui l'avaient vaincu. Elisabeth, par habitude, échappa de nouveau aux gardes pour jouer dehors. Cette fois, elle avait changé sa cible pour suivre Shu. L'ayant découvert dehors dans la rue et l'ayant suivi ici, Ray demanda si elle avait la permission. La petite fille répondit innocemment « Bien sûr, je me suis échappé ». Entendant cette réponse, Ray demanda à Marie avec horreur quel genre de sécurité ils avaient. Marie ne pensait pas que la sécurité était laxiste, mais plutôt que la princesse était trop intelligente. Rook intervint en disant que la princesse était en effet trop intelligente, très apte à être une voleuse. Voyant tout le monde plaisanter ainsi, Ray laissa aussi tomber l'affaire, se préparant pour un match qu'il avait arrangé plus tôt avec Marie. Ray avait perdu un bras en combattant lors de la bataille finale avec Franklin. Maintenant, Marie le regarda, demandant s'il pouvait gagner contre elle. Ray n'était pas découragé. De plus, actuellement, le niveau et les statistiques de Marie étaient bien au-delà des siens, donc les compétences de combat ne pouvaient être comparées. De toute façon, sa capacité de combat avait diminué avec la perte d'un bras, mais tant que la possibilité existait, il n'abandonnerait certainement pas, ou comme on dit, saisir toutes les possibilités. Entendant cela, Shu rit bruyamment, le félicitant d'avoir vraiment compris. Marie continua disant que c'était ce qui rendait Ray fort. Elle lui fit savoir qu'il avait un nouveau surnom, le frère du roi de la destruction, et la personne que même les supérieurs ne pouvaient vaincre.